Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dans la même collection. Jean-Paul Bled et Jean-Pierre Dechotte, La crise de juillet 1914 et l'Europe, Paris SPM 2016. Anne Pinault et Christophe Réveillard, Russie d'hier et d'aujourd'hui. Perception croisée, Paris SPM 2016. Jean-Paul Bled et Jean-Pierre Dechotte, de Tannenberg à Verdun. La guerre totale, Paris SPM 2017. Jean-Paul Bled et Jean-Pierre Dechotte, La terre, l'or et le sang. L'année 1917, Paris SPM 2018. Jean-Paul Bled, Dire, Le général de Gaulle et le Québec, Paris SPM 2018. Éric Georgin, Dire, Les oppositions au Second Empire du comte de Chambord à François Mitterrand, Paris SPM 2019. Jean-Paul Bled et Jean-Pierre Dechotte, 1918. Demain la paix, Paris SPM 2019. Cet ouvrage est issu du 6e colloque international, Les conséquences politiques, économiques et sociales de la Grande Guerre, 1919 à 1923, organisé les 14 et 15 novembre 2019 par le CRICES, Centre de recherche de l'ICES. Illustration de couverture. Affiche de René Lelon 1871 à 1933, publiée en 1920. Une Marianne Forgeron participe à l'effort de reconstruction tandis qu'une mère et sa fille représentent l'espoir d'une nouvelle fécondité. Plus loin, un paysan laboure la terre sacrée de la patrie. Mais le travail est immense, car à bord d'un village en ruine, les vestiges de la barbarie allemande attestent de la nécessaire reconstruction. L'affiche complète avec son texte est à la page 310 du présent volume. Édité par le Crédit National, Collection historiale de la Vendée, numéro INV 2003 13316. Et si l'Allemagne avait gagné la guerre, par Jean-Paul Bled. Au terme de la conférence de la paix, les alliés de l'entente imposent leur volonté aux États vaincus, d'abord à l'Allemagne par l'emblématique traité de Versailles, puis à ses alliés de la guerre perdue, l'Autriche, la Bulgarie, la Turquie et enfin la Hongrie. Au regard de ces dénouements bien réels, devant aussi l'état de l'Allemagne en novembre 1918, il peut dans un premier mouvement, ressembler à un jeu de l'esprit, à un exercice d'Uchronie de se poser la question, et si l'Allemagne avait gagné la guerre? Et pourtant la question est moins incongrue qu'il ne peut y paraître. À quelques semaines seulement de la défaite, les responsables du Reich, politiques et militaires, concevaient encore des plans ambitieux de but de guerre. Quelques mois plus tôt, l'Allemagne avait imposé un diktat à la Russie bolchevique par la paix de Brest-Litovsk. Il est donc légitime d'analyser ces plans. Pour cette étude, on a choisi de se limiter aux plans conçus par les responsables politiques et militaires du Reich, en d'autres termes les décideurs, sans ignorer que d'autres groupes ont fait entendre leur voix. On pense ici à des groupes de pression comme la Ligue pangermaniste et les milieux de l'industrie lourde. Dans son grand discours du 4 août 1914, soit au tout début de la guerre, Guillaume II avait déclaré « Nous ne sommes pas motivés par l'appétit de conquête. » Le programme de but de guerre élaboré en pleine bataille de la Marne par Bethmann Hollweg, le chancelier du Reich, montre qu'un mois plus tard cette retenue n'est plus de mise. Daté du 9 septembre, ce programme privilégie l'Europe de l'Ouest. Très logiquement, puisque, conformément à l'application du plan Schlieffen, la victoire sur ce front paraît proche, après quoi l'Allemagne reporterait le gros de ses troupes à l'Est contre la Russie. Au cœur de ce programme, nous trouvons l'idée d'une Mitteleuropa économique dominée par l'Allemagne, une idée que Walter Rathenau avait développée dans un mémoire à l'intention du chancelier dans les tout premiers jours de la guerre et qui trouve ici un écho. Le noyau de cette Mitteleuropa serait formé par une union douanière entre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie qui serait destinée à être élargie à d'autres États. La France, la Belgique, les Pays-Bas, la Pologne, le Danemark, la Suède, la Norvège. Cette Mitteleuropa aurait donc vocation à constituer un bloc continental, sous le contrôle de l'Allemagne. Autre constat, l'arme économique est d'emblée conçue comme un moyen d'accroître la puissance allemande. Autre objectif majeur, la France doit être affaiblie au point qu'elle ne puisse se relever comme grande puissance. À cette fin, elle devra céder à l'Allemagne Belfort que Thiers avait réussi à sauver en 1871 dans sa négociation avec Bismarck. Elle devra également se retirer du versant occidental des Vosges. Soit deux revendications qui répondent à des impératifs militaires.
À quoi s'ajoutera l'annexion du bassin ferrifère de Briey-Longwy, réclamée avec force par les milieux de l'industrie lourde, notamment le Sarrois-Reclin. Une lourde indemnité de guerre lui sera imposée. Elle doit être si lourde, précise Bethmann Hollweg, que la France ne puisse trouver dans les 15 à 20 prochaines années les moyens de s'armer. Enfin, un traité commercial léonin lui sera imposé qui en fera une chasse gardée pour les produits allemands. La Belgique a également droit à un traitement spécial. Il faut en chasser les influences françaises et anglaises. Liège, la porte d'entrée du pays, sera annexée. Rabaissée au rang d'un État vassal, la Belgique sera mise sous tutelle. Elle devra ensuite reconnaître à l'Allemagne le droit d'occuper ses ports. Prime ici le souci de sécurité face à l'Angleterre. Cette subordination aura également un volet économique, notamment par l'intégration de la Belgique au bloc mitteleuropéen. Cette entreprise d'affaiblissement de la Belgique passera également par un soutien apporté au mouvement flamingant qui n'est alors qu'embryonnaire. La première manifestation de cette politique sera la flamandisation de l'université de Gand. Cette politique sera complétée par l'annexion du Luxembourg qui avait fait partie de la Confédération germanique et qui avait été à l'origine d'une grave crise entre la France de Napoléon III et la Prusse de Bismarck. Un vaste programme d'expansion coloniale est également prévu. L'Allemagne avait réclamé sa place au soleil dans les années qui avaient précédé 1914. Mais à la veille de la guerre, son domaine colonial restait très en deçà de celui des grandes puissances coloniales du temps, l'Angleterre et la France. Elle compte l'agrandir au détriment du Portugal avec l'Angola et le Mozambique, de la Belgique avec le Congo, de la France à laquelle elle se propose de prendre ses possessions en Afrique équatoriale, mais poussée très au nord jusqu'au lac Tchad et même jusqu'à Tombouctou dans l'actuel Mali. Le cas de la Russie n'est guère abordé par Bethmann Hollweg. À cela rien d'étonnant, puisque le problème de la paix avec elle n'est pas encore d'actualité. Ce qui en est dit est cependant riche de sens. La Russie devra être repoussée autant que possible loin de la frontière allemande et sa domination sur les peuples vassaux non russes devra être brisée. En d'autres termes, il faut s'attendre à ce que la frontière orientale de l'Allemagne soit repoussée à l'est et que des États tampons soient créés entre l'Allemagne et la Russie. Bethmann Hollweg a défini dans ce texte les grandes lignes des buts de guerre du Reich. Il va de soi que ce programme ne va pas rester figé au cours des 4 années à venir. Il va connaître des inflexions au gré des évolutions sur les différents fronts, de l'affaiblissement progressif de l'allié austro-hongrois, de l'apparition de nouveaux belligérants, Italie, Roumanie, États-Unis, de la sortie de la Russie de la guerre, au gré aussi des rapports de force internes entre les différents acteurs du pouvoir en Allemagne. Il n'en demeure pas moins qu'il va rester au fil de ces années le texte de référence. Reprenons maintenant ces différents points. D'abord la France. Il n'est bientôt plus fait mention de Belfort et du versant ouest des Vosges. En revanche, la revendication de l'annexion du bassin de Briey-Longwy revient à la manière d'un leitmotiv et ce jusqu'au déclenchement des offensives du printemps 1918. D'autre part, l'intégration de la France au bloc douanier contrôlé par l'Allemagne reste d'actualité durant toutes ces années. Ensuite, les revendications sur la Belgique figurent toujours en bonne place, plus que jamais motivées par le souci qu'elles ne puissent être utilisées tant par la France que par l'Angleterre comme rampe de lancement contre le Reich. Le gouvernement allemand cherche en novembre 1915 à conclure une paix séparée avec le roi Albert Ier et son gouvernement réfugié au Havre. L'Allemagne souhaite s'assurer un système de garantie politique, militaire et économique, formule consacrée sous laquelle se cache la volonté de placer la Belgique sous tutelle. C'est précisément cette volonté qui explique l'échec des négociations, le roi Albert considérant ces exigences comme incompatibles avec la souveraineté de la Belgique. Les futures relations entre le Reich et la Belgique sont reprécisées lors de la conférence de Bad Kreuznach en mai 1917. La Belgique sera maintenue comme État mais un État vassal. Outre Liège, elle devra céder, exigence nouvelle, la côte flamande, une exigence pour laquelle la marine a pesé de tout son poids. Cette côte accueillera une base de sous-marins et pourra servir de point de départ d'une attaque contre l'Angleterre. Peu après apparaît le projet de partage du pays en 2 entités distinctes. La Flandre et la Wallonie unies seulement par le lien d'une union personnelle sous l'autorité du roi.
Cette Belgique vassale et divisée sera arrimée à l'Allemagne sur le plan économique. Comme la France, elle entrera dans l'union douanière contrôlée par l'Allemagne. Dans le même registre, il est décidé en 1918 que le port d'Anvers sera géré par une société dominée par des capitaux allemands. Le haut commandement de l'armée renouvelle encore ses exigences au début d'août 1918 alors que la situation est proche de basculer. La Belgique ne pourra disposer d'une armée. Elle n'aura droit qu'à des forces de police. Elle sera enfin occupée pendant 10 ans par l'armée allemande. Pour mémoire, on rappellera qu'il est toujours prévu d'annexer le Luxembourg. Portons-nous maintenant vers le front de l'Est. La première question à se poser est la question polonaise. Elle vient sur le devant de la scène après l'offensive victorieuse des puissances centrales du printemps 1915, qui contraint l'armée russe à se retirer de la partie de la Pologne que la Russie occupait depuis 1815. Sur cet espace qui serait agrandi de la Galicie autrichienne et créé le 5 novembre 1916 un royaume de Pologne à l'initiative conjointe de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie. Durant les 2 années à venir, 2 options s'affrontent pour le contrôle du royaume, l'option austro-polonaise et la solution germano-polonaise. Dans un premier temps, l'option austro-polonaise paraît l'emporter. Il est en effet décidé que l'archiduc Charles-Étienne scindra la couronne du nouveau royaume. L'Autriche-Hongrie n'aura toutefois pour elle que les apparences du pouvoir. Tous les leviers politiques, militaires et économiques seront aux mains des Allemands. Ceux-ci entendent au surplus réaliser des rectifications territoriales au détriment du royaume au bénéfice de la Prusse occidentale comme de la Prusse orientale. La réflexion de Hindenburg n'en apparaît que plus surprenante. À l'en croire, le danger existe que les Hohenzollern deviennent des vassaux des Habsbourg. La vérité est tout autre. C'est l'inverse qui est en passe de se produire. Au fil de la guerre, le rapport de subordination de l'Autriche-Hongrie au Reich allemand n'a cessé de s'accuser. Les preuves en sont multiples. Outre cette prise de contrôle du royaume de Pologne, l'Allemagne s'assure une position dominante en Roumanie après les victoires remportées par ses armées en 1917, position dominante confirmée par le traité de Bucarest de mai 1918 qui lui assure notamment la haute main sur les champs pétrolifères de Ploiesti et du port de Constanța qui lui ouvre ainsi une fenêtre sur la mer Noire. La situation nouvelle créée par la chute du pouvoir tsariste pourrait permettre à l'Allemagne de conclure une paix séparée sur le front oriental et d'y réaliser ses objectifs. Le gouvernement démocratique issu de la Révolution de février s'y refuse. Il entend continuer la guerre aux côtés de l'Entente. Notons que l'Allemagne ressort l'appât de la Galicie orientale. Mais en vain. Les choses pourraient prendre un autre tour après la victoire des bolcheviks en octobre. Lénine a clairement affiché qu'il fait de la paix sa priorité. Cette voie aboutit, le 3 mars 1918, à la signature du traité de Brest-Litovsk dans lequel Guillaume II célèbre un des plus grands triomphes de l'histoire du monde. L'Allemagne a de fait imposé un diktat à la Russie. Elle a entrepris de la dépecer. La Lituanie, la Courlande, la Livonie et l'Estonie en sont détachées. Elle a signé en outre 2 mois plus tôt un traité avec l'Ukraine séparatiste qu'elle compte bien faire entrer dans sa sphère d'influence. Il en est de même de la Finlande, à laquelle elle a apporté son appui militaire dans sa lutte contre les bolcheviks. Enfin, en mai 1918, elle établit un protectorat sur la Géorgie. C'est bien la réalisation du programme décrit par Bethmann Hollweg en septembre 1914. Reporter la Russie loin vers l'Est et créer des États nationaux sur ses marges. Il reste toutefois des inconnus. Quelle relation le Reich établira-t-il avec ces territoires ? La Lituanie et la Courlande seront-elles annexées au Reich, ou bien associées à la Prusse, un statut qui leur conserverait une part d'autonomie ? L'Ukraine et la Géorgie auront-elles la capacité de se maintenir contre un retour des bolcheviks ? Et l'Allemagne pourra-t-elle leur apporter la protection dont elle risque d'avoir besoin ? Tout dépendra de la marche des événements sur le front ouest. Les offensives lancées à partir de mars ne parviennent pas à remporter une victoire décisive, et se soldent finalement par un échec. Ludendorff décrit le 8 août comme le jour le plus sombre dans l'histoire de l'armée allemande. La défaite est maintenant proche. Elle est consommée les 9 et 11 novembre avec l'abdication du Kaiser, son départ pour l'exil, la proclamation de la République à Berlin, la signature de l'armistice à Rotonde.
Dès lors, de ces plans ambitieux, parfois picrocholesques, il ne reste rien, sinon peut-être des repères pour l'avenir. Les conséquences économiques de la paix. Une relecture critique de Keynes par Serge Schweitzer. 11-11-1918. L'armistice est signé. 18-1-1919 au 29-6-1919 La conférence de la paix. Elle débouche sur un ensemble de traités signés entre l'été 1919 et l'été 1920. C'est le traité de Versailles avec l'Allemagne, 28-6-1919, qui sert de standard au traité dit de la banlieue parisienne avec L'. Autriche, Saint-Germain-en-Laye 19-1919, la Bulgarie Neuilly 27-11-1919, la Hongrie Trianon 4-6-1920 et enfin la Turquie Sèvres 18-1920. Le territoire du champ d'étude est immense. C'est le triptyque qui enchâsse et englobe d'une part la conférence de la paix, d'autre part les traités de paix, enfin l'application des traités. Nous délaisserons pour l'essentiel les deux dernières questions pour concentrer le propos sur la première. À son tour, délaissant de multiples aspects, l'attention sera portée sur le trait suivant. Alors que la conférence n'est même pas encore achevée, J.M. Keynes, momentanément attaché à la trésorerie anglaise durant la guerre dont il est le représentant officiel à la conférence de Paris, mais encore et aussi siégeant au Conseil économique suprême comme délégué du chancelier de l'Échiquier, renonça à ses fonctions quand les contours des propositions de paix lui apparurent si dangereuses qu'il se refusa à les cautionner. Rédigé à la hâte, The Economic Consequences of the Peace parurent en décembre 1919 chez Macmillan & Co., LDT, Londres. Dès sa parution, l'ouvrage fut un coup de tonnerre, et donna lieu à d'immenses controverses, débats et invectives. L'ouvrage fut lu et commenté dans le monde entier. En 1924, il était déjà traduit en 11 langues et donna lieu à des tirages considérables. Seules les réflexions d'Edmond Burke sur la Révolution française ont exercé sur les destinées de l'Europe une influence aussi immédiate et étendue. Étienne Mantoux. La paix calomniée ou les conséquences économiques de M. Keynes, L'Harmattan, 2002 pour la traduction française. L'édition originale est titrée The Carthaginian Peace or the Economic Consequences of Mr. Keynes. L'ouvrage écrit à Princeton fut publié chez Oxford University Press en 1946. Mantoux étant décédé, confère infra. L'accueil de l'ouvrage de Keynes fut inégal, et on comprendra aisément infra que c'est en Allemagne naturellement que l'enthousiasme fut à son comble. La réception de l'ouvrage en France évidemment fut plus contrastée. Lorsque parurent les conséquences, Keynes était certes déjà connu, mais cherchait plus encore à se faire un nom et même devenir célèbre. Élève brillant à Eton, il excelle en mathématiques. Déjà il alterne entre la haute fonction publique comme son poste à l'Indian Civil Service et l'université. Assez pigou ayant succédé à l'immense savant qu'était Alfred Marshall, il obtient cependant un poste à Cambridge. Il prépare un traité de probabilité, ce qui a peu de chances de lui assurer la célébrité dont il est avide et au-delà. Personnage brillant et à part, sa vie privée pour l'époque fait scandale. Il fréquente assidûment des artistes dans le groupe de Bloomsbury, mais ne s'est pas encore affilié à la Fabian Society, si bien qu'à l'époque il est un économiste mainstream néoclassique dans la tradition marshallienne. Il est excentrique, inlassable lecteur, extraordinairement doué tout autant qu'il n'approfondit guère ce qu'il traite. Sa réputation d'aller trop vite semble déjà naître, et les conséquences ne vont que confirmer cette réputation. Il est l'anti-Marshall. Là où le maître s'acharne, travaille, approfondit, doute et 100 fois sur le métier polisse son ouvrage, son élève avec un brio étourdissant survole, rédige à la hâte, transforme hypothèses en certitudes et intuitions, souvent extrêmement brillantes, en vérités établies. Le maréchal Foch commençait toutes ses conférences par l'interrogation « De quoi s'agit-il » Répondre à cette question à propos des conséquences n'est pas chose aisée. Le statut de ce texte est ambigu. Quant à la forme, l'ouvrage est gros de 218 pages. Nous nous servirons de l'édition Ultraletters Bibliothèque royale de Belgique 2017 qui reprend la traduction de Paul Frank. Première publication en français de 1920. Texte intégral de l'édition anglaise de 1919. Le style en est viril, et le ton volontiers polémique, et volontairement provocateur. Le propos est souvent agressif. On veut en juger. La conférence était un cauchemar et tout le monde y était morbide. L'atmosphère fiévreuse et délétère, les salles de réunion pleines de traîtrises.
Paris était un marécage. Les rédacteurs étaient inspirés par l'avidité, les faux sentiments, la fourberie, des intrigues tortueuses, misérables. S'agissant des portraits des 4 grands, on est à la limite de l'insulte. Wilson était un Don Quichotte aveugle et sourd. Il jouait à Colin-Maillard au milieu de ses collègues. Il en vint à un effondrement et à une trahison inouïe. Il n'avait pas le tempérament d'un homme d'étude et ne possédait pas cette connaissance du monde. Nul homme ne pouvait être pour les qualités de Lloyd George une victime plus complète et plus prédestinée. Clemenceau a droit jusqu'à une revue de détail, avec juste ce qu'il faut de méprisant pour rappeler la différence d'origine entre Keynes et Clemenceau. Le portrait est saisissant, réussi, mais quelque peu injuste. Mais c'est pour mieux porter les stockades. Il avait une illusion la France et une désillusion l'humanité, à commencer par les Français et par ses collègues. Les discours et l'ardeur ne lui faisaient pas défaut. Le flux soudain des mots, suivi souvent d'accès d'une toux profonde de poitrine, produisait son effet plutôt par sa force et la surprise qu'il causait que par la persuasion. Il trônait l'âme sèche et vide d'espérance, très vieux et très fatigué, mais il contemplait le spectacle d'un air cynique et dédaigneux. S'agissant de Lloyd George, son récit de la campagne pour les élections générales de 1918 dans la section 2 du chapitre 5 est irrésistiblement vrai, drôle, irrespectueuse et une formidable compréhension avant la théorie du public choice du fonctionnement du marché politique. Pour comble de méchanceté, Keynes ne prend même pas la peine de brosser un tableau d'Orlando. Bref, closer à la Galerie des Glaces. C'est ici que l'on peut à bon droit parler de stratégie de Keynes. Il était avide de gloire et ceteris paribus, réellement un people. À la fois au reste, comme il le prouvera ultérieurement, tant un homme de show que de business. Jusque-là Keynes était un haut fonctionnaire et un universitaire médiane. En un livre de 200 pages, il devient mondialement connu sur un sujet certes brûlant, mais peu racoleur. Un thème austère, peu propice normalement à la une des journaux, mais, si en mariant une thèse de potentiel cataclysme couplée à un style provocateur avec ce qu'il faut de tableaux et chiffres pour paraître crédible et sérieux, la mise rendrait au centuple. Et il en fut ainsi. Voilà un ouvrage écrit en 3 mois, et qui assure une gloire mondiale immédiate à son auteur. Joli coup, beau placement assurant une rentabilité maximum. Là où Marshall mit 3 dizaines d'années pour rédiger ses Principles of Economics sans dépasser l'audience de Cambridge, Keynes atteint une gloire mondiale et fort rémunératrice en un seul livre. Mais pour autant faut-il, tel saint Thomas, Timeo hominem unius libri, craindre l'homme d'un seul livre. Considérons maintenant le fond, l'ouvrage est divisé en 7 chapitres. Keynes d'abord fait un portrait de l'Europe avant la guerre, puis il traite successivement de la conférence, chapitre 3, du traité, chapitre 4, pour en arriver au cœur de sa démonstration IE, le chapitre 5 sur les réparations qui à lui seul, représente près de 40% des pages. Les 2 derniers chapitres traitent de l'Europe après le traité, et des remèdes. L'ouvrage pourrait se représenter en une courbe de Gauss. Atrophié en ses 2 extrémités, chapitres 1, 2, 3 et VI et 7, il est enflé en son milieu avec les chapitres 4 et 5 qui, à dire vrai, sont pour l'auteur vraiment à eux seuls ou presque l'ouvrage. Ces 2 chapitres représentent 60% du livre. La tonalité des parties est très différente. Le chapitre sur la conférence, un modèle du genre en matière d'atmosphère, est d'abord de nature psychologique, mais aussi politique. Il se lit à la manière d'un feuilleton. Il y a chez Keynes du Balzac, du La Bruyère, mais surtout du cardinal de Rais. Ses portraits sont d'une cruauté réjouissante, et donc largement injuste. Ici, là encore, là enfin, il lui arrive souvent de toucher juste. Mais il lui arrive ce qui atteint ceux dotés d'une grande aisance écriture. Il se laisse aller à écrire d'abord pour lui-même, voire même faire en sorte que son soleil brille aux dépens des autres. On peut affirmer avec mesure la chose suivante à la lecture des conséquences. Moi seul Keynes j'ai tout compris, tout anticipé, tout analysé et prévu. Les autres, y inclus les 4 grands, sont soit des imbéciles, Orlando, soit des intellectuels insuffisants et mal préparés, Wilson, soit des égoïstes ou cyniques sans vue suffisamment large, Lloyd George, soit des nationalistes étroits mais en fait revenus de tout, Clemenceau pour lequel Keynes ne peut cependant cacher son admiration, l'estimant le seul capable de rivaliser avec lui. On sait la thèse centrale de Keynes.
Dans sa volonté d'infliger par haine et rancune et ne sachant dominer sa victoire, un châtiment exemplaire à l'Allemagne considérée comme l'agresseur, les Alliés infligent des réparations qu'elle ne pourra payer. Les Allemands humiliés, réduits à une extrême misère, chercheront à éviter les réparations, puis feront tout pour s'en défaire jusqu'à ce que l'affront soit lavé et la vengeance accomplie. C'est folie d'agir ainsi, d'asservir l'Allemagne. Mais l'erreur économique se double d'une faute morale impardonnable. Si l'Allemagne avait déposé les armes, c'est sur la base des 14 points de Wilson et d'assurance donnés à l'Allemagne. Or le traité était en opposition aux promesses faites sur les points décisifs des réparations et des responsabilités. Le refus d'entendre les remarques de l'Allemagne et pour Keynes le naufrage de Wilson, la victoire carnassière de Clemenceau, et la réalisation in extremis, mais trop tardive, de Lloyd George de la bombe à retardement du traité de Versailles. Cette paix qualifiée de carthaginoise par Keynes, une variante d'Elenda Germaniae, c'est aussi le refus de donner à l'économie toute sa place non pas toute la place, mais une importance au moins égale à la politique. Suivent alors 2 chapitres poussifs truffés de chiffres, fausse crédibilité oblige, pour expliquer les erreurs, fautes et sottises du traité. D'autant plus qu'à étrangler l'Allemagne au titre des réparations, d'une part jamais elle ne pourra payer, et d'autre part ce qu'elle pourra payer va créer une telle misère en Allemagne que le traité de Versailles contient en potentialité une catastrophe à venir que Keynes spécule possiblement encore pire que la première. En négligeant dramatiquement l'économie, en choisissant les fourches caudines de l'humiliation politique comme ultima ratio, l'Europe avec le désastreux traité de Versailles se prépare de terribles lendemains. Il est extrêmement difficile d'opérer une analyse de cet ouvrage tant la cause semble entendue par un syllogisme implacable. 1. Keynes a prévu que le traité de Versailles allait déboucher sur une catastrophe. 2. La catastrophe a eu lieu. 3. Donc Keynes avait raison. Si on agrège à cette dimension prophétique le prestige extraordinaire de Keynes à partir de 1936 et de la théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie ait misaet. Circuler, il n'y a rien à discuter. Et pourtant il y a beaucoup à dire. Et ce d'abord pour une raison incontournable, si elle est vraie. Il y a apparente corrélation entre 1919 et 1939, mais qui dit qu'il y a causalité ? Le problème des réparations comme cause de l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler, mais sans doute alors aussi de Mussolini, la consolidation du bolchevisme et la militarisation en un régime fortement autoritaire du Japon, cela aussi se doit être la faute aux réparations. Entre les 2 thèses suivantes, laquelle est la mieux assurée historiquement et scientifiquement ? Première hypothèse de travail. Le national-socialisme est le résultat de l'exaspération des électeurs allemands devant l'étranglement de leur pays à cause des réparations. Comparons maintenant avec la proposition suivante. Les erreurs politiques et le chaos durant la République de Weimar, en lien fort ténu avec le problème des réparations, a engendré, préparé, enfanté le national-socialisme. L'immense historien Sébastien Hafner, tant admiré par Raymond Aron, a mis en lumière, quand il essaie d'expliquer Hitler et le national-socialisme, le rôle crucial d'Ebert du SPD. C'est pendant la République de Weimar que naissent les germes de la radicalisation des forces politiques, qui vont déstabiliser l'Allemagne et préparer l'arrivée du national-socialisme. Sébastien Hafner, Allemagne 1918, une révolution trahie. Réédition révisée, Marseille, Agone 2018. La preuve incontournable que l'Allemagne pouvait payer, et même aisément, au minimum la dernière mouture du moratoire Hoover et du plan Young, c'est que l'ultime versement exigé de 5 milliards de marks correspond au 1/3 des dépenses de réarmement à partir de 1933 jusqu'en 1939. Ajoutons que ces 5 milliards de marks avaient pour terme 1988, si l'on se réfère à l'article du plan Young non aboli. Si Keynes avait encore pris le soin de s'intéresser aux déclarations d'Elfrich quand il était secrétaire d'État au Trésor en 1915 et qu'il invente la notion de réparation, il saurait que c'est un Allemand qui le premier a substitué à la notion millénaire de tribut, appliquée encore par eux en 1871, l'idée de réparation. On consultera pour les développements et les références Serge Schweitzer, le Troisième Front, les finances publiques et la Grande Guerre. Pages 28 et 29, 1918. Demain la paix, SPM 2019 sous la direction de Jean-Paul Bled et Jean-Pierre Dechotte.
Laissons de côté, faute de compétences, les conséquences politiques de la paix de Jacques Bainville de 1920. La comparaison serait cruelle pour Keynes envers qui Bainville a des propos très durs qu'il nomme fort justement, un pamphlet d'apparence scientifique. Cette gloire fut d'autant plus universelle qu'en Allemagne naturellement il fut accueilli avec ferveur, mais simultanément fournissait la boîte à outils nécessaire à tous ceux qui voulaient renier Wilson, trouver en lui un bouc émissaire afin que l'Amérique ne ratifiât point le traité et ne soit point liée à l'Europe. En dénonçant avec une violence inouïe le traité et en ridiculisant Wilson, dont l'étoile simultanément pâlissait, Keynes fournit au Congrès l'arsenal d'arguments dont était fort dépourvu le représentant ou sénateur médian. La réception en France fut évidemment beaucoup plus réservée. Dans son remarquable article sur les réactions françaises devant l'ouvrage Les conséquences économiques de la paix de Keynes, Revue d'histoire moderne et contemporaine, 1972, 19 à 1, page 6 à 26, l'historien de la Sorbonne François Crouzet rappelle d'abord le tirage modeste. En 1972, moins de 9000 exemplaires avaient été vendus en France, permettant d'affirmer que les conséquences de Keynes rejoignent l'immense cohorte, On ose écrire cimetière, de ces livres dont tous parlent sans les avoir jamais lus. L'exemple le plus remarquable est du reste sans doute du même Keynes, la théorie générale. Mais qui peut se vanter d'avoir lu en son entier Adam Smith, Ricardo ou Jean-Baptiste Say, laissant de côté par la vertu de charité les illisibles John Stuart Mill, Sismonde de Sismondi, Fourier et l'immense cortège de ceux toujours cités mais jamais lus. La grande presse en France a ignoré l'ouvrage qui resta sans aucun écho politique. Seules les revues spécialisées en économie comme la Revue d'économie politique, le Journal des économistes, ou politique et littéraire comme la Revue des Deux Mondes ou la Revue universelle s'y sont intéressées. Les recensions sont très hostiles de Bainville jusqu'à Chaucer. L'extrême gauche ne découvre l'ouvrage que tardivement en 1922 à l'occasion de la parution des Nouvelles Considérations, et copie fidèlement la doxa léniniste, décrivant l'ouvrage comme clair et convaincant mais petit bourgeois et utopique. Ce qui est surtout reproché à Keynes, c'est sa méconnaissance de la France. Qualifier la politique française de jésuitique, si près de la loi de 1905 ou faire de la langue germanique parlée par les Alsaciens, le critère de la nationalité suscite l'incompréhension. Son évaluation des dommages causés à la France est très vivement critiquée. Le fait qu'il ait paresseusement rapporté l'estimation du capital national de 1914 à la superficie de territoire sous contrôle allemand à la cessation des hostilités, 4%, et qu'il n'ait pas tenu compte de la forte dépréciation du franc entre 1914 et 1919, moins 240%, n'est pas apporté à son crédit. Seuls Rist dans la REP et Rafalovitch dans le Journal des économistes admettent que Keynes a eu le mérite d'amener le débat sur le terrain économique, et trouvent pertinentes deux de ses idées. D'une part d'établir une priorité pour les réparations en faveur de la France et de la Belgique, d'autre part de conserver à peu près intactes les capacités productives de l'Allemagne. Quant à l'une des thèses centrales de Keynes selon lequel le traité de Versailles conduit au bolchevisme, Chaucer lui répond sèchement que ce n'est pas le bolchevisme qui est à craindre mais le retour du militarisme prussien. François Crouzet estime que Keynes n'a pas compris les Français et inversement. À l'élitisme et l'internationalisme de l'un, répondait le chauvinisme et un bon sens un peu étroit des autres. Mais pour avoir la preuve qu'il s'agit d'un ouvrage léger et truffé d'erreurs, il faut pour terminer évoquer la haute figure intellectuelle et humaine d'un savant emporté trop tôt dans les derniers jours des combats en Allemagne le 29/4/1945, mort sur une route de Bavière après une guerre héroïque dans laquelle il fut l'un des libérateurs de Paris. Qui était Étienne Mantoux ? Il faut d'abord parler de son père Paul Mantoux. Normalien, major de l'agrégation d'histoire. Paul Mantoux fait une thèse remarquée à Londres, et devient professeur à l'Université de Londres. C'est dans cette atmosphère, à parité entre le français et l'anglais, que va naître Étienne Mantoux. Mais il faut revenir à son père interprète du Conseil suprême interallié en 1918 et plus encore interprète officiel du Conseil des Quatre pendant la conférence de la paix en 1919. On lui doit un document exceptionnel, les délibérations du Conseil des Quatre, CNRS, 1955. Étienne, l'un de ses fils, suit brillamment ses études de droit et de l'École libre de sciences politiques. Il se lie intimement avec l'un de ses professeurs, Élie Halévy, puis fait des voyages d'études en URSS et en Allemagne.
Il part à la LSE, suit les cours de Robbins, Lasky et Hayek. Un trio inséparable se forme, à Lévis, Aron et Mantoue. Démobilisé en 1940, il tente en vain de passer en Angleterre. Il achève sa thèse d'économie à Lyon. Il part aux USA et dans le sein des Saints l'Institute for Advanced Studies à Princeton, bénéficie d'une bourse d'études et en 18 mois va écrire un ouvrage capital, La paix calomniée ou les conséquences économiques de Mr. Keynes. Cet ouvrage ne paraîtra qu'après sa mort en 1946. Début 1943, il peut gagner l'Angleterre. Puis est affecté à la première DB de Leclerc et prend une part décisive à la libération de Paris. Il refuse d'être le second du secrétaire général du gouvernement provisoire Louis Jox, fait une brillante campagne d'Alsace, arrive sur le sol allemand pour mourir dans un mystérieux accident à 9 jours de la fin de la guerre sur une route de Bavière. Tous ceux sans une seule restriction qui l'ont approché décrivent quelqu'un hors du commun. Intellectuel précoce, il est un des espoirs de l'université française. Il est d'un abord facile. Très amical, il peut devenir féroce sur la défense des valeurs. D'un courage extraordinaire, la nature l'a doté d'un physique d'une beauté étonnante. Une trajectoire exceptionnelle brisée nette, mais qui évidemment, mutatis mutandis, en fait une sorte de James Dean de l'analyse économique. La première édition est donc de 1946, puis fut republiée en 1952 aux États-Unis, les amis de Keynes exerçant des pressions pour éviter une nouvelle édition anglaise, puis en 1965, Pittsburgh University Press, en 1979, Arnaud Press et en 2000, Ayer Press. Malgré une conspiration du silence ayant pour origine le prestige de Keynes, la presse ne démentit jamais son intérêt. Ainsi du Sunday Times en 1946. Voici Keynes mis en accusation et l'accusation est formidable. Jusqu'au Daily Telegraph, un des livres les plus importants du siècle, jusqu'à la revue des livres dans le monde de l'économie où Philippe Simoneau prend nettement parti pour Mantoue au détriment de Keynes. Le Monde, 12-11-2002. La dernière édition en français est de l'Harmattan en 2002, avec la préface de Raymond Aron, une nouvelle préface de Vincent Duclerc, EHESS, une présentation, celle de 1946 de son père Paul Mantoue et le texte de l'ouvrage. Ce dernier est gros de 330 pages. Il est divisé en 7 chapitres à l'ordonnancement classique. Après avoir présenté l'ouvrage de Keynes à l'origine du sien, l'auteur suit un ordre chronologique de la conférence au traité, des réparations jusqu'à l'Europe après le traité. L'ouvrage est mieux équilibré et distribué que celui de Keynes, même si avec 95 pages le chapitre sur les réparations dépasse en volume largement les autres dans une partie très technique, mais impressionnante sur le plan scientifique. L'argumentation est serrée, le style fluide, les notes de bas de page innombrables. C'est un ouvrage universitaire au meilleur sens du terme. L'ouvrage n'est pas une apologie du traité de Versailles. Il réfute l'idée de Keynes selon laquelle les problèmes économiques avaient été évincés. Mais Mantoue comme Bainville hiérarchise en faveur de la primauté de la politique. Mantoue démontre que 10 ans après Versailles, la production européenne avait largement dépassé son volume d'avant-guerre. Pour lui, c'est la défaite, et elle seule, qui explique l'enchaînement des événements en Allemagne. Il estime que le montant des réparations était parfaitement absorbable par l'économie allemande. Mantoue fait ses calculs. L'Allemagne a moins payé à la France que cette dernière à la Prusse à partir de 1871. Faisant allusion aux prêts consentis à l'Allemagne au titre des plans Dawes et Young, Mantoue peut écrire « Il n'y a jamais eu, sauf en 1929 à 1930, d'expérience des réparations. Un fait est lourd et incontournable. D'une part, les anglo-saxons comptaient sur l'Allemagne comme rempart au communisme naissant. D'autre part, elle restait la première puissance économique d'Europe, et de ce fait était un partenaire commercial décisif. Enfin, une Allemagne point trop affaiblie, c'est s'assurer que la France ne reviendra pas à l'impérialisme napoléonien. C'est la défaite d'abord encore, toujours, qui a stimulé une Allemagne avide de revanche puisqu'elle avait été vaincue mais point envahie. Pour Mantoue, ce que le Congrès de Vienne avait réussi avec la France et de la contenir, le traité de Versailles le pouvait avec l'Allemagne. Encore fallait-il la volonté politique. Un élément capital est la non-ratification du traité par les USA, invalidant alors la garantie pour la France d'une intervention des Anglais et des Américains en cas d'attaque allemande.
Pour Mantoux, c'est l'absence de détermination à appliquer un traité qui était ce qu'il était, i.e., le moins mauvais possible en un instant donné, qui explique mieux que toute autre chose l'enchaînement des événements. Puis l'auteur reproche fortement à Keynes d'avoir participé au désarmement moral et à l'affaiblissement de la virilité des opinions, en argumentant sur la fable que constituerait la volonté allemande d'une revanche. En expliquant qu'il ne faut pas affaiblir l'Allemagne outre mesure, en minimisant l'amertume des Allemands comme moteur de la revanche, Keynes a participé grandement à l'affaiblissement des opinions, à la montée des pacifismes, et son ouvrage devint le sésame et l'alibi brandi pour des raisons différentes, tant par les Allemands qui y puisaient la preuve que c'était un traité humiliant et impraticable, que par tous ceux qui avant même qu'il fût appliqué tenaient le traité pour caduc. Puisque le traité était vicié, alors tout ce que faisaient les Allemands même après 1933, pouvait ici ou là se justifier. Il nous semble que Mantoux aurait pu ajouter des réflexions sur un élément mis à jour de façon répétée par les historiens contemporains de la Grande Guerre, à savoir le côté dynamique du traité de Versailles. Le texte est chez Keynes, mais pouvait-il faire autrement, écrivant en 1919, discuter en statique. Or le traité en bien des endroits, et en particulier à propos des réparations, doit s'analyser en dynamisme prévoyant des clauses nombreuses d'adaptation. Il n'est pas exact que le traité était figé. Au contraire, il avait une élasticité incontestable prévoyant dans les dimensions économiques et sociales des capacités d'adaptation. Pour conclure, c'est un tonneau des Danaïdes que la question de l'imputation au traité de Versailles des origines de la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, en lisant attentivement et honnêtement les deux thèses, 3 avec celle de Bainville, il est clair que le traité de Versailles ne mérite pas l'excès d'indignité dont il est crédité depuis que Lord Keynes l'a fustigé dans les conséquences. Sa faculté d'apparaître dans une posture avantageuse de prophète trouve sa source dans une analyse fortement erronée. Son génie du marketing au service de son self-love a transformé des idées fausses en des vérités indiscutables. C'est l'apanage, le privilège et le sort réservé aux happy few parmi les ouvrages dont chacun parle mais que personne ne lit plus. Mais la désillusion peut être au rendez-vous lorsqu'enfin on se décide à dépoussiérer tel ou tel de ces ouvrages en se gardant d'idées préconçues, et surtout en prenant garde, sous peine d'influence rampante et insidieuse, de ne pas lire ex-ante sur le sujet afin de garder un regard neuf, quitte évidemment à le confronter ex post aux opinions et analyses d'autrui. La Banque d'Angleterre, et son implication dans les affaires européennes de 1919 à 1923, par Marie-Claude Esposito. Le monde des années 1920, qui émergea à la suite du premier conflit mondial, était bien différent de celui d'avant 1914. La guerre avait totalement désorganisé les économies européennes et affaibli les monnaies de tous les pays qui, avant la guerre, étaient stables et convertibles en or. Le franc français ne valait quasiment plus rien. La monnaie allemande s'était effondrée, et la livre sterling fluctuait largement autour de sa parité. L'Europe connaissait de vives tensions en raison des problèmes posés par les réparations et les dettes interalliées, auxquels s'ajoutait le conflit entre la France et la Grande-Bretagne au sujet de l'Allemagne. La France militait pour l'affaiblissement de l'économie allemande, politique inacceptable pour la Grande-Bretagne, car d'une part celle-ci favoriserait la domination de la France, alors que la Grande-Bretagne avait toujours cherché à maintenir l'équilibre des pouvoirs sur le continent européen depuis 1815, et d'autre part elle serait un obstacle à la reconstruction des flux commerciaux entre la Grande-Bretagne et les pays de l'Europe centrale et orientale. L'économie américaine était dominante au plan mondial, en termes de production et d'échanges commerciaux, et les États-Unis, pays débiteur avant la guerre, étaient devenus le pays créditeur. L'or s'était accumulé dans les réserves de leur banque centrale qui détenait 40% des réserves mondiales d'or en 1920, les Alliés ayant payé leurs importations durant le conflit par des transferts massifs d'or avant de recourir à des emprunts sur le marché américain. La Grande-Bretagne, même si elle restait une puissance industrielle importante, était empêtrée dans des difficultés de toutes sortes. Pertes humaines très nombreuses, jeunesse ayant payé un lourd tribut pendant le conflit, industrie en proie à des conflits sociaux à répétition et grevée par des impôts élevés, produits industriels concurrencés sur de nombreux marchés. Sa dette extérieure vis-à-vis des États-Unis était colossale, mais elle restait un pays créditeur vis-à-vis de ses alliés,
ses réserves d'or étaient très faibles, sa monnaie s'était beaucoup dépréciée. Toutefois, à l'issue de la guerre, les élites britanniques considéraient toujours que la prospérité et l'avenir de la Grande-Bretagne en tant que premier centre mondial de la finance dépendaient de ses activités commerciales et financières. C'est pourquoi, la Banque d'Angleterre, BOE, et les mieux financiers de la City qui redoutaient de voir Londres supplantée par New York, voulaient rétablir la position de la City dans son rôle mondial, ce qui impliquait d'abord de restaurer la livre sterling à sa parité d'avant-guerre, la livre sterling flottant depuis mars 1919, alors que le dollar venait de retourner à sa parité d'avant-guerre après avoir flotté 2 années durant. L'or allait avoir une influence décisive. Ainsi, dès le début des années 1920, le désir de la Grande-Bretagne de contenir les ambitions politiques de la France en Europe centrale et ses intérêts commerciaux et financiers allait donner une certaine cohérence à sa politique étrangère, ce pays se montrant très constructif dans le domaine de la diplomatie financière, dont le principal agent fut la Banque d'Angleterre grâce à la très forte implication de son gouverneur Montagu Norman. Son analyse des problèmes monétaires et financiers du continent européen, et les remèdes qu'il préconisa pour les résoudre sont présentés dans une première partie. Puis, l'article s'intéresse aux actions concrètes menées par la BOE conjointement avec le Comité financier de la Société des Nations, SDN, pour stabiliser l'Autriche. Montagu Norman et la coopération entre les banques centrales. Nommé gouverneur de la BOE en 1920, à l'âge de 29 ans, Norman allait rester à ce poste pendant 24 ans. Dès le début des années 1920, il fut préoccupé par 3 évolutions qui caractérisaient l'émergence du nouvel ordre mondial et empêchaient le retour de l'Europe à la prospérité. 1. La dominance du politique, qu'il assimilait à l'irrationnel sur l'économique, le rationnel. Selon lui, la création des nouveaux États en Europe centrale, issue de l'effondrement des empires et des traités de paix, ne procédait que d'une logique politique au détriment de considérations économiques. 2. Le nationalisme des nations qui conduisait aux demandes insensées des alliés victorieux au titre des réparations de guerre et à leur incapacité à régler les problèmes posés par les dettes interalliées. 3. Enfin, le déplacement du pouvoir économique et financier vers les États-Unis au détriment de la Grande-Bretagne, et pire encore, dans le dernier tiers de la décennie, vers la France, Londres et Paris affichant des visions très différentes, voire opposées, concernant la reconstruction de l'Europe, Londres considérant le nationalisme financier de Paris comme une entrave à sa domination, pendant que Paris voyait dans les menées de Norman la seule volonté de promouvoir les buts économiques et financiers de la Grande-Bretagne. Pour Norman, le processus de reconstruction de l'Europe devait être apolitique. Autonomie des banques centrales et coopération. Durant le conflit, les banques centrales étaient passées sous la coupe des gouvernements, les cabinets de guerre prenant toutes les décisions quel que soit le domaine. À l'issue de la guerre, Norman considérait qu'il était de son devoir d'œuvrer pour la restauration de l'autonomie des banques centrales, afin qu'elles puissent à nouveau s'acquitter de leurs tâches, c'est-à-dire préserver la stabilité de la monnaie et réguler le marché du crédit sans l'intervention du pouvoir politique. Il voyait dans leur coopération, une fois qu'elles seraient redevenues indépendantes, la solution aux problèmes posés par la reconstruction des économies européennes que les gouvernements étaient incapables de résoudre. Grâce à son amitié avec le gouverneur de la Federal Reserve Bank de New York, Benjamin Strong, et ses contacts privilégiés avec d'autres banquiers, notamment Sir Henry Strakosch qui rejoignit le comité financier de la SDN en 1920, il développa ses idées sur ce que nous appelons aujourd'hui le central banking, c'est-à-dire l'activité des banques centrales. Ces échanges épistolaires avec Strakosch, Strong, Clegg et Sir Bernard Hunter permirent d'affiner progressivement le concept, et en mars 1921, ces banquiers disposaient d'un texte expliquant en 14 points ce qu'était une banque centrale, les 2 concepts clés étant l'autonomie et la coopération des banques centrales. Ce texte allait ensuite être utilisé pour des discussions avec d'autres banquiers centraux, et en mai, Strakosch le présenta au Tuesday Club, qui venait d'être créé par l'agent de change Oswald Folk, et qui comptait parmi ses membres des économistes de Cambridge, dont Keynes, des membres du Treasury, dont Otto Niemeyer, délégué britannique au comité financier de la SDN à la suite de Basil Blackett, et des banquiers de la City, dont Reginald McKenna, président de la Midland Bank. Puis, Norman consacra beaucoup de son temps à tisser des relations avec des banquiers centraux des pays neutres,
leur soutien lui paraissant essentiel pour dépolitiser la reconstruction de l'Europe. Comme il lui importait tout autant d'obtenir des États-Unis qu'ils s'impliquent dans la reconstruction monétaire et financière de l'Europe, les capitaux se trouvant maintenant de l'autre côté de l'Atlantique, il fit un voyage aux États-Unis pour rencontrer des banquiers américains. Il fit ensuite le tour des capitales européennes, en commençant par la Banque nationale des Pays-Bas dont le gouverneur, Gerold Wiesering, avait des idées proches des siennes. L'objectif de Norman était d'obtenir un accord de principe sur les points suivants. 1. Ce que devait être la politique financière d'une banque centrale. 2. La forme que devait prendre la coopération entre les banques centrales, qu'il envisageait à l'époque comme un consortium de banques centrales, sous l'égide de la Réserve fédérale, dont la mission serait d'œuvrer à la reconstruction financière de l'Autriche et des pays de l'Europe de l'Est. Le vice-gouverneur de la Banque nationale belge, Omer Lepreux, lui fit bon accueil, mais Norman craignait qu'il suive la France dans son intransigeance vis-à-vis de l'Allemagne. Grâce à Wiesering, et à ses contacts avec la banque Schröder et son associé la firme Tjark, dont le petit-fils Frank Cyril Tjark était un des directeurs de la BOE, Norman put entrer en contact avec la Reichsbank, banque centrale de l'Allemagne. Son gouverneur, Rudolf Havenstein, accompagné de son contrôleur, Kaufmann, firent un voyage à Londres en octobre 1921, et leur visite aboutit à la fois à l'ouverture d'un compte à la BOE au profit de la Reichsbank et à la fermeture des comptes ouverts par cette banque dans d'autres établissements londoniens. Grâce à Strong, Norman put également nouer un contact avec la Banque centrale de Roumanie, ainsi qu'avec la Banque nationale du Japon, dont un des représentants vint à Londres en février 1922 pour discuter du central banking. Alors que Wiesering souhaitait mettre en place en décembre 1921 un forum de banquiers et d'industriels qui aiderait à la reconstruction de l'Europe, Norman jugea, lui, qu'il était encore trop tôt pour organiser une réunion avec l'ensemble des gouverneurs des banques centrales, en dépit des contacts positifs avec plusieurs d'entre eux. Devant les difficultés rencontrées par la SDN pour organiser un plan d'aide en faveur de l'Autriche, son ambition se limita pour l'heure à une coopération au jour le jour entre les banques centrales, ne manquant jamais une occasion de rappeler à celles-ci qu'elles devaient mener leurs activités sur le terrain strictement économique. Il voulait attendre qu'une solution fût apportée à 3 problèmes. Le désarmement naval, en discussion depuis le 12 novembre à la conférence de Washington, le deuxième versement de l'Allemagne au titre des réparations, et les dettes interalliées. La conférence de Gênes. À la conférence de Gênes qui, à l'initiative du gouvernement britannique, réunit, du 9 avril au 19 mai 1922, tous les pays membres de la Société des Nations, la question du central banking fut mise à l'honneur. Les propositions clés présentées par la délégation britannique étaient très largement inspirées par les prescriptions de Ralph Hawtrey, seul économiste d'envergure internationale au Treasury. Il y était entré en 1904, après avoir fait des études de mathématiques à Cambridge. Accédant au poste de directeur des enquêtes financières en 1919, il participait de temps à autre directement à la formulation de la politique économique du Treasury aux côtés de Blackett et Niemeyer, qui lui demandaient souvent conseil. Hawtrey avait également des contacts fréquents avec Montagu Norman, notamment durant la période 1919 à 1924. Ces propositions pour la conférence de Gênes ayant été validées par Blackett et Norman, il fit partie de la délégation britannique qui se rendit à Gênes. Les propositions de la délégation britannique, adoptées par la commission financière de la conférence, reflétaient davantage la position britannique qu'un consensus entre les banquiers centraux. 1. Les banques centrales devaient conduire leur politique monétaire de manière à éviter des fluctuations du prix de l'or. 2. Elles devaient coopérer de manière permanente. 3. Elles devaient être réparties en 2 catégories, celles au centre qui détiendraient toutes leurs réserves en or, et celles qui détiendraient une partie de leurs réserves en or et une partie en devises des pays centraux. Ces propositions organisaient un système très semblable à celui qui existait déjà dans le Commonwealth britannique et dans les colonies britanniques d'Afrique de l'Est, où les caisses d'émission, currency boards, émettaient des billets en fonction du montant de leurs réserves en livres sterling. Ne disposant que de très peu de réserves d'or à l'issue du conflit, Londres, qui souhaitait remettre l'or au centre du système monétaire international pour garantir à la fois la stabilité du système grâce au mécanisme des points d'or et la suprématie de la City,
avait conçu un système qui permettait d'économiser l'or. Ce n'était plus le système de l'étalon or, tel qu'il avait fonctionné avant la guerre, mais un système d'étalons de change or, dont Londres et New York seraient les pivots, ce qui obligerait les États-Unis à se coordonner avec la Grande-Bretagne. Il ne fait aucun doute que ces propositions servaient les intérêts de la City et de la Boé. Toutefois, il importe de ne pas perdre de vue qu'au début des années 1920 tous les pays se tournaient vers Londres pour qu'elle assure le leadership international dans le domaine monétaire et financier, la France et l'Allemagne étant dévastées par la guerre et l'inflation, et les États-Unis étant retournés à leur isolationnisme d'avant-guerre. Comme Londres souhaitait que la City redevienne le premier centre financier du monde, la stabilisation monétaire et la reconstruction de l'Europe devaient contribuer à la réalisation de cet objectif. On comprend mieux dans ces conditions pourquoi Norman avait rejeté la proposition de Strong du 7 février 1922, selon laquelle il conviendrait de créer un fonds de stabilisation internationale, qui donnerait aux États-Unis un rôle central pour restaurer le système financier international. À la suite de la conférence de Gênes, il revint à Londres d'organiser une conférence des banques centrales sur l'étalon de change or, mais celle-ci n'eut jamais lieu, les États-Unis, pas plus que le Japon ou la Suède, ne souhaitant se lancer dans une coopération institutionnalisée où la signature d'accords leur lierait les mains. La Banque nationale suédoise fit très vite savoir que sa participation financière à la reconstruction de l'Europe centrale et orientale serait très limitée, et qu'il revenait à la Banque d'Angleterre de restaurer l'étalon or en Europe. Elle se méfiait des banquiers américains et considérait que, dans la mesure où la politique monétaire des États-Unis obéissait à une logique purement nationale, le plus urgent était de remettre en marche le marché de l'or londonien, ce qui serait le meilleur moyen de protéger la Suède des pressions inflationnistes venant de New York. Quant à l'opposition de Strong aux résolutions de la conférence de Gênes, elle ne fut pas connue avant 1927, sa correspondance avec Norman durant le printemps et l'été 1922 ne laissant rien transparaître. Comme Norman, il était toujours d'avis au printemps 1926 que la garantie de la stabilité monétaire de l'Inde impliquait que sa monnaie soit basée sur l'étalon de change or et non pas sur l'or. Mais un an plus tard, les problèmes provoqués par la Banque de France lorsqu'elle décida de convertir ses balances sterling en or, ce qui obligeait la Boé à mettre en place une politique très déflationniste ou à abandonner la parité or de la livre sterling, lui firent rejeter l'étalon de change or. Comment pouvait-il accepter en effet que les États-Unis puissent être mis un jour à la merci de banquiers centraux étrangers sur toutes les questions monétaires, alors qu'ils étaient devenus la seule nation créditrice au plan mondial? Le rôle de la Banque d'Angleterre dans la stabilisation de l'Autriche. Les gouvernements des puissances alliées, soucieux entre autres de contenir la propagation du bolchevisme, étaient conscients que les problèmes liés à la construction de nouveaux États en Europe centrale et orientale, à la suite de l'effondrement de l'Empire austro-hongrois, étaient bien différents de ceux que connaissaient les pays de l'Europe de l'Ouest, des aspects politiques et économiques s'entremêlant dans un imbroglio inextricable. Aucune solution ne put y être apportée jusqu'en 1922. Après la signature des armistices, l'acheminement et la distribution des secours dans les pays de l'Europe centrale et orientale, dont 80% venaient des États-Unis, posèrent de grandes difficultés, ainsi que l'absence de capitaux à long terme pour financer la reconstruction. En avril 1920, les Britanniques, qui voulaient créer une agence pour gérer la distribution et le financement des produits, prirent l'initiative d'organiser une conférence qui réunirait des investisseurs potentiels. Ils se heurtèrent aux Américains, qui considéraient que plus vite on reviendrait à des relations commerciales concurrentielles, mieux ce serait pour la reconstruction de l'Europe, ce qui les conduisait à rejeter toute forme de contrôle international. Le projet de Termelon pour organiser des crédits internationaux, qui fut adopté à la Conférence financière internationale de Bruxelles de septembre 1920, et qui reçut le soutien de la SDN en décembre, envisageait, lui, la création d'une commission internationale auprès de laquelle les emprunteurs potentiels notifieraient les actifs pouvant être utilisés comme garantie pour des crédits accordés aux pays exportateurs par des investisseurs privés. Les banquiers américains, craignant que les gouvernements n'obéissent qu'à des considérations politiques et que les garanties offertes par des gouvernements très affaiblis ne fussent suffisantes, se montrèrent très sceptiques,
de même les banques centrales des pays scandinaves, la Riksbank suédoise en particulier. Norman et le comité financier. À l'issue de la guerre, le nouvel État construit en Autriche ne comptait plus que 6,5 millions d'habitants. Il ne disposait plus ni des ressources minières et industrielles de la Tchécoslovaquie, ni des ressources agricoles de la Hongrie. Il était ravagé par la misère et connaissait une crise identitaire et des tensions politiques très fortes dues à l'activisme de ceux qui souhaitaient voir l'Autriche se rattacher à l'Allemagne. Après les récoltes de 1919, la situation économique, qui s'était un peu améliorée dans les pays avoisinants, restait très préoccupante en Autriche. L'inflation, qui avait débuté en 1914, progressait rapidement, et la circulation monétaire augmentait de manière vertigineuse. De 5 122 millions de couronnes, elle allait passer à 11 508 millions de couronnes en décembre 1919, 28 935 millions en décembre 1920, et 142 871 millions en décembre 1921. L'inflation s'était transformée en hyperinflation. L'Autriche allait être le premier pays de l'Europe centrale pour lequel le comité financier de la SDN conçut un plan de stabilisation internationale. Sans prêt à long terme, celui-ci, de l'avis même d'Arthur Salter et de ses collègues, n'avait aucune chance de réussir, et l'aide de Norman était indispensable pour obtenir des financements, car si l'émission d'un emprunt au profit du gouvernement autrichien réussissait à Londres, et pour cela il fallait qu'elle soit approuvée par la BOE-, cela ouvrait la voie à l'émission de tranches supplémentaires sur d'autres marchés financiers. Norman fut donc approché par plusieurs membres du comité financier, dont Strakosch, afin qu'il les aide à réunir les fonds nécessaires, et d'autre part par le ministère britannique des Affaires étrangères qui voulait s'assurer de la possibilité de lever des fonds sur le marché londonien. Considérant que la machinerie du comité financier avait une fonction positive, en imposant des mesures restrictives et des procédures de contrôle aux pays dépendants de l'aide internationale, Norman allait consacrer l'essentiel de son temps à partir du printemps 1921, à la stabilisation de l'économie autrichienne. Pendant que les hommes politiques essayaient de s'entendre sur la question de savoir si les réparations auxquelles était tenue l'Autriche pouvaient être suspendues momentanément, Norman s'efforça d'obtenir la coopération de plusieurs banques centrales pour réunir les financements nécessaires. Les capitaux américains étant indispensables, il envoya une lettre à Strong, le 14 mai 1921, pour savoir s'il serait possible de lever des fonds à New York. Fin mai, il assista à une réunion du comité financier de la SDN qui se tint à Londres, et expliqua que la participation des pays neutres était très importante pour que les Américains s'impliquent dans la reconstruction de l'Europe. Dans la mesure où les considérations politiques prenaient le pas sur les considérations économiques, en raison des problèmes posés par la question des réparations et celle des dettes interalliées, les banques centrales des pays neutres pouvaient aider à dépolitiser la question de la reconstruction des économies européennes. Il demanda au gouverneur de la Riksbank du Danemark de contribuer au montage d'une aide financière pour l'Autriche, et de le mettre en relation avec la Banque centrale suédoise. Il contacta également Vissring et Termelen. Il voulait réunir 6 millions de livres sterling, et prévoyait que la part britannique de 2 millions serait souscrite à la fois par la BOE et le Treasury. À l'époque, il était contre l'obtention d'une garantie de l'État, car cela créerait un précédent et empêcherait les pays neutres de participer à l'émission de prêts. En retour, il espérait pouvoir obtenir une relation exclusive avec la Banque centrale autrichienne que les experts de la SDN envisageaient de créer. Mais Strong et la banque JP Morgan se montrèrent très réservés quant à la possibilité de lever des fonds sur le marché américain, surtout à partir du moment où la France chercha à obtenir des garanties et à imposer des procédures de contrôle, et les problèmes politiques et la rivalité entre les puissances alliées bloquèrent toute solution pendant plus d'un an. En juillet 1921, Norman, qui lors d'un entretien avec Avenol avait compris que les Français et les Italiens ne participeraient au projet de la SDN que si la commission de contrôle était dans les mains des Alliés, tout en étant dans celle de la SDN sur le papier, écrivit à Strong pour l'informer que les positions entre les Américains et les Français italiens étaient si éloignées qu'il ne voyait pas comment il serait possible de lever des fonds pour l'Autriche. La question autrichienne étant tellement engluée dans les questions politiques,
il expliqua à Balfour, représentant de la Grande-Bretagne à la SDN, que la possibilité d'obtenir des fonds sur le marché londonien était très faible, et qu'une garantie de l'État allait finalement être nécessaire. En septembre 1921, la question du prêt au gouvernement autrichien n'avait toujours pas trouvé de solution. Le gouvernement autrichien lança un appel auprès des Alliés pour qu'ils lui accordent une avance sur le prêt à long terme à venir. Le gouvernement britannique décida de lui avancer 250 000 livres sterling si les Français faisaient de même. Fin novembre, le gouvernement autrichien demanda une aide d'urgence de 3 millions de livres et essaya de lever 10 millions de dollars sur le marché américain en gageant les tapisseries de l'État autrichien. J.P. Morgan fit savoir que même avec la garantie des gouvernements américains, britanniques et français, il n'était pas possible de lever une telle somme aux États-Unis. Le 25 janvier 1922, le gouvernement autrichien lança un nouvel appel auprès des Alliés. En Grande-Bretagne, le cabinet était convaincu que si l'Autriche s'effondrait, les conséquences politiques seraient considérables. Il décida d'avancer 2,25 millions de livres à valoir sur le prêt que l'Autriche obtiendrait une fois les réparations suspendues, et le directeur de la banque anglo-autrichienne fut mandaté pour superviser les dépenses. Le gouvernement français, conscient à la fois de la faiblesse des ressources financières de la France et de l'impossibilité politique de ne pas apporter son aide au gouvernement autrichien, demanda au Parlement de faire de même. Le gouvernement tchèque lui emboîta le pas. À la fin du mois de mars, les deux chambres du Congrès votèrent une résolution selon laquelle la durée de remboursement du crédit contracté par l'Autriche était allongée de 25 ans. Mais à la conférence de Gênes, avril-mai, la Yougoslavie et la Roumanie refusèrent que leurs représentants à la Commission des réparations puissent se prononcer en faveur de la suspension du paiement des réparations dues par l'Autriche pendant les 25 prochaines années. Les négociations menées avec des banquiers privés pour lever des fonds étaient au point mort, les garanties n'étant pas suffisantes. Les Italiens, qui redoutaient la création d'une confédération danubienne, revendiquaient que le plan de stabilisation de l'Autriche soit placé sous leur contrôle. La France, qui avait peur que l'Autriche fasse alliance avec l'Allemagne, voulait qu'elle soit placée sous contrôle international, et les Britanniques étaient maintenant convaincus que le plan ne parviendrait pas à sauver l'Autriche puisque l'obtention de capitaux privés ne serait pas possible sans garantie des États. Il devait donc inutile de continuer à avancer des fonds à un pays qui était sur le point de s'effondrer. Balfour, qui s'efforçait de trouver des compromis acceptables pour les Alliés, parvint à convaincre Lloyd George de résister aux pressions des Italiens qui revendiquaient une position spéciale dans une commission de contrôle qui serait créée pour mettre en œuvre le plan de la SDN. En septembre 1922, le comité financier de la SDN fit savoir que le budget de l'Autriche pourrait retourner à l'équilibre si le gouvernement prenait des mesures très restrictives et arrêtait d'émettre de la monnaie, si une nouvelle banque d'émission était créée, si une autorité de contrôle était mise en place pour surveiller l'avancement des réformes et si un prêt environ 22 millions de livres sterling était garanti par des puissances étrangères, afin de restaurer la confiance en Autriche qui permettrait le lancement des réformes. Si dans un premier temps, le Treasury s'opposa à l'accord d'une garantie du gouvernement britannique, il se ravisa ensuite, et Blackett se fit le porte-parole de Balfour auprès du chancelier de l'Échiquier Robert Horne, le 23 septembre, pour lui expliquer qu'il ne serait pas dans l'intérêt de la Grande-Bretagne de refuser une aide supplémentaire à l'Autriche, d'autant que la France et l'Italie étaient maintenant d'accord pour garantir les prêts et prendre en compte les efforts financiers de la Grande-Bretagne vis-à-vis de l'Autriche. Horne demanda alors à la Chambre des communes qu'elle autorise le gouvernement britannique à garantir un prêt à l'Autriche à concurrence de 20%, dès lors que la France, l'Italie et la Tchécoslovaquie feraient de même, et que l'ensemble des conditions imposées par le comité financier de la SDN seraient acceptées. Toutefois, en dépit de ces avancées très positives, le succès du plan de stabilisation de l'Autriche n'était toujours pas assuré à l'automne 1922, et Norman continuait d'avoir de sérieux doutes sur sa faisabilité. Persuader le gouvernement autrichien de commencer les réformes, choisir les personnalités pour les postes clés, le haut-commissaire de la SDN qui surveillerait la mise en œuvre du plan de stabilisation et le conseiller étranger qui serait nommé aux côtés du gouverneur de la nouvelle banque centrale, l'Autriche ayant refusé que le poste de gouverneur soit confié à un étranger,
n'était pas sans poser de très grosses difficultés. Norman, qui aurait aimé voir Wissring à la tête de la Banque centrale autrichienne, se félicitait que le plan de stabilisation de l'Autriche soit porté par la SDN, car cela lui donnait un caractère apolitique qui pouvait redonner confiance au marché financier. En octobre, il fit tout son possible pour qu'une personnalité d'un pays neutre soit nommée au poste de haut-commissaire de la SDN. Celui-ci revint au Hollandais Alfred Rudolf Zimmermann, bourgmestre de Rotterdam. En janvier 1923, tout était en place pour la mise en œuvre du plan de stabilisation. Norman réunit, le 15 janvier à la Banque d'Angleterre, les banquiers de la City, qui lui confirmèrent que la participation des Américains était nécessaire pour réunir des fonds à long terme. Le banquier londonien Morgan Grenfell contacta alors son correspondant aux États-Unis, la banque, J.P. Morgan & Co., afin de connaître son sentiment concernant l'émission d'une partie de l'emprunt sur le marché américain. Si J.P. Morgan souhaitait la réussite du plan de la SDN, lequel pourrait servir d'exemple pour stabiliser d'autres pays, et en particulier l'Allemagne, elle se montra très réservée quant à la possibilité de lever des fonds sur le marché américain. Quant aux autorités américaines, dont la priorité était la signature d'un accord concernant la dette britannique, elles n'étaient toujours pas prêtes à garantir une partie de l'emprunt. Le 22 avril 1923, le Conseil de la SDN autorisa l'émission d'un prêt à long terme de 650 millions de couronnes or au bénéfice du gouvernement autrichien. Malgré l'aide apportée par Wissering et Termelen, Norman ne parvint pas à vaincre les hésitations du gouvernement néerlandais, qui n'accepta de garantir le prêt qu'à hauteur de 1%. Quant à la part de l'emprunt placé aux Pays-Bas, elle se révéla inférieure à 1,54%. Il eut un peu plus de succès auprès de la Suède, son gouvernement acceptant de garantir 2% de l'emprunt et le montant souscrit dépassant ce pourcentage. C'est finalement du côté des banquiers de Wall Street et de la City qu'il obtint le plus de succès. Il avait contacté la maison Morgan personnellement, et au bout de 2 mois, durant lesquels celle-ci avait sondé le marché, Thomas Lamont donna son accord, au nom de J.P. Morgan, pour l'émission d'un emprunt sur le marché américain au profit du gouvernement autrichien, mais celui-ci ne put obtenir la garantie du gouvernement américain. Toujours est-il que l'émission fut sursouscrite dès le premier jour, tant à New York qu'à Londres. Au total, l'emprunt rapporta 611 millions de couronnes or, soit environ 27 millions de livres, le marché américain absorbant 17% du montant total de l'emprunt, et la City 40% 57%. Conclusion. À partir de 1921 à 1922, la reconstruction de l'Europe mise en place par la SDN se limita aux aspects purement financiers. Norman, qui dans un premier temps avait considéré la SDN comme une institution politique, devint ensuite un adepte de sa méthode. On peut à tout le moins remarquer son attitude quelque peu ambiguë, car s'il voulait séparer l'économique du politique, il n'en voulait pas moins réaliser des buts politiques grâce à l'utilisation de moyens économiques. C'est ainsi qu'un mois avant le lancement de l'emprunt à long terme pour l'Autriche, il écrivit à Strong : « Si nous parvenons à stabiliser l'Autriche, nous devons ensuite nous attaquer aux problèmes de la Hongrie, afin de mettre en place l'une après l'autre les nouvelles parties de la vieille Autriche et peut-être des Balkans. C'est seulement en faisant en sorte que les différentes parties soient saines au plan économique et indépendantes que nous atteindrons ce que je crois être la solution ultime pour l'Europe de l'Est, à savoir une fédération économique qui regrouperait une demi-douzaine de pays proches du Danube sans barrière douanière. » Le comité financier de la SDN joua un rôle très actif grâce à Niemeyer, qui entretenait une bonne relation avec le gouverneur de la Banque d'Angleterre. Grâce à la très forte implication de Norman, la coopération entre les banques centrales permit la création d'une banque centrale indépendante à Vienne et l'émission d'un emprunt pour stabiliser l'Autriche sur 9 marchés à la fois. L'expérience de la stabilisation de l'Autriche allait ensuite servir d'exemple pour la Hongrie, étant entendu que la stabilisation du mark allemand et le règlement du problème posé par les réparations étaient le préalable au retour de la confiance et à la stabilisation des monnaies, compte tenu de la position centrale qu'occupait l'Allemagne en Europe. Le protectionnisme ouvrier à l'épreuve de la reconstruction nationale, par Jean-Pierre de Chotte. Dans leur immense majorité,
les Français ont réussi à supporter la dure épreuve des privations et des souffrances. Au lendemain de la guerre, le bilan n'était pas moins terrible. Sur un plan économique et social, la démobilisation ne permettait pas de combler le déficit pesant sur les secteurs agricoles et industriels. Les pertes de guerre comptant plus de 10% de la population active touchaient tous les groupes professionnels. On recense ainsi 673 000 hommes perdus dans le domaine agricole et 267 400 dans l'industrie. 196 700 avaient pour métier le commerce, 99 240 celui du transport, tandis que les professions libérales enregistraient de leur côté 71 071 victimes, pour 55 240 dans le secteur public. À cela s'ajoutaient les blessés qui, si l'on en croit Georges Mocco, se chiffraient approximativement à 1 800 000 hommes travail, lesquels avaient été enlevés au pays alors qu'ils étaient en pleine capacité productive. Outre les pertes humaines puis celles de la grippe espagnole, qui commença à se propager à partir de mai 1918, les destructions matérielles s'élevaient à 4 250 000 hectares ravagés, 222 000 maisons réduites en cendres et 500 000 endommagées, 4 800 km de voies ferrées et 58 000 km de routes à restaurer, 22 900 usines à reconstruire, 330 millions de m3 de tranchées à combler enfin. À perte de vue, les sols carbonisés laissaient apparaître des squelettes d'arbres calcinés tel un paysage lunaire parsemé de monticules glaiseux aux contours informes, de trous, de marigots souillant une terre devenue comme hostile. La reconstruction allait être longue et difficile. La France avait besoin de bras. Malgré le retour au foyer, l'appel à la main-d'œuvre étrangère était devenu nécessaire. L'industrie française rencontrait des difficultés dans un certain nombre de secteurs, notamment dans les 4 métiers suivants: mines, bâtiments, chimie, verrerie. Ces métiers étaient d'autant plus nécessaires à la France d'après-guerre qu'ils constituaient la base de l'effort de reconstruction du pays, et il aurait été plus que préjudiciable de ne pas disposer de tels bras, puisque le rétablissement industriel et économique en dépendait directement. En plus de ce constat déjà alarmant, une initiative en matière sociale allait accentuer l'appauvrissement du marché de l'emploi. La loi des 8 heures du 23 avril 1919 accorda à l'ouvrier de l'industrie une baisse de 20% du temps de travail provoquant une chute de la production d'un niveau équivalent, ce qui aboutit, selon Georges Mocco, à un déficit de 900 000 unités supplémentaires. Dans de telles conditions, l'appel à la main-d'œuvre étrangère semblait être la réponse adaptée, mais ce recrutement n'allait pas sans soulever non plus quelques difficultés. Avant-guerre, l'hospitalité proverbiale de la France attirait une immigration spontanée et individuelle, sans que le gouvernement français prît pour autant les mesures nécessaires en vue de réglementer et de surveiller les agences privées qui répondaient aux demandes de placement des entreprises françaises. Il n'était d'ailleurs pas rare de constater des abus dans la mise à disposition de la main-d'œuvre étrangère, ce qui n'allait pas sans provoquer de multiples tensions sur le marché du travail, ce dont témoignait d'ailleurs clairement l'hostilité des ouvriers. Malgré ce climat d'hostilité, la production nationale devait s'assurer de la participation des travailleurs étrangers pour maintenir les objectifs de rendement. Le secteur secondaire les répartissait alors dans une proportion qui s'élevait à 8,6% dans les industries extractives, 5,8% dans les industries de transformation, 6,5% dans les professions industrielles. Ce caractère ouvrier tendait de plus en plus à s'affirmer après 1918. Tandis que l'immigration était pour ainsi dire élitaire au XIXe siècle, elle devint au siècle suivant une immigration foule. Quel accueil devait-on réserver aux nouveaux arrivants ? Sur quelle base sociale l'ouverture des frontières devait-elle s'effectuer ? Comment concilier les intérêts des travailleurs nationaux avec ceux des ouvriers étrangers ? De manière générale, les organisations syndicales, suivant en cela la Fédération nationale du bâtiment et des travaux publics, ne s'opposaient pas par principe à la venue en France des travailleurs étrangers, mais ils redoutaient en revanche de compromettre leur mission sociale qui demeurait la sauvegarde des intérêts de leurs compatriotes. Au regard de la protection du travail national, des précautions étaient jugées nécessaires par les autorités françaises qui créèrent un service central de la main-d'œuvre étrangère, SMOE, chargé de la direction et de la coordination générale.
Ses principales attributions consistaient à respecter un programme en 3 temps et dont la triple fonction était d'introduire, répartir et contrôler. À cette unité principale, fut annexé un bureau de placement spécial réunissant les nationalités italiennes, polonaises, tchécoslovaques, espagnoles, portugaises et grecques. Aux frontières terrestres, les services spécialisés des ministères du Travail et de l'Agriculture disposaient de postes et de dépôts réservés aux émigrants qui étaient alors soumis à un contrôle sanitaire et professionnel, comprenant les formalités réglementaires d'identification, d'immatriculation, de vaccination, de photographie, tout en précédant l'orientation vers leur destination finale. Mais l'organisme public dont dépendait en grande partie le système, était celui qui avait reçu mission de viser les demandes d'introduction des travailleurs étrangers, en l'occurrence les offices publics de placement. Ces établissements gratuits se chargeaient entre autres de procurer des emplois à des ouvriers, des commis, des employés et des domestiques. Toutefois, la plupart des inscrits étaient des chômeurs, d'autant plus sensibilisés à ce service que leur indemnisation par les fonds de chômage en dépendait. Cette institution n'a dès lors cessé de se développer surtout à partir de 1919. Selon quel mode opératoire fonctionnait-il ? Sur quels principes s'appliquait le placement de la population étrangère ? Dans une circulaire du 31 décembre 1918, le ministre du Travail Colliard a précisé la règle principielle, réserver dans tous les cas aux travailleurs nationaux les emplois que ceux-ci sont aptes à remplir et n'accueillir les demandes émanant de travailleurs étrangers que sous cette réserve expresse qu'ils n'y sauraient être satisfaits tant qu'il est possible de répondre, à l'aide de la main-d'œuvre nationale, aux offres d'emploi dont disposent les offices. La structure départementale pouvait se révéler un obstacle à l'application de cette priorité nationale. Or, de l'avis même du ministre, il y a plus, s'il n'existe pas dans le département de main-d'œuvre nationale répondant aux offres dont disposent les offices, ceux-ci doivent s'assurer que les offices voisins ne possèdent pas de disponibilité de main-d'œuvre utilisable. Qui était Pierre Colliard ? C'était un républicain socialiste qui fut élu en 1898, dans la 7e circonscription de Lyon. Très rapidement son intérêt se porta sur les questions relatives au travail. Réélu en 1902, il devint 3 années plus tard président de la Commission du Travail, fonction qu'il conserva jusqu'à sa nomination comme ministre du Travail, le 16 novembre 1917, dans le 2e cabinet de Georges Clemenceau. En cette qualité, il soutint de nombreux projets ou propositions à la tribune de la Chambre. Parmi ceux-ci, on peut mentionner la garantie aux mobilisés de la reprise de leur contrat de travail 1918, la journée des 8 heures 1918, la durée de travail dans les mines, 1918, la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, 1919. Les élections générales du 16 novembre lui furent défavorables et le 2 décembre, il démissionna de ses fonctions se retirant définitivement de la vie publique. La décision qu'a prise Colliard était-elle purement conjoncturelle ? Fut-elle le résultat d'une initiative privée ? Suite à la démobilisation des classes 1907 à 1917, le gouvernement avait en effet pour souci majeur de conserver la paix sociale. Dès août 1919, une commission interministérielle rattachée à la présidence du Conseil de G. Clemenceau devait veiller à son établissement et à sa mise en œuvre. Le principe défendu par cette commission était des plus clairs et confirmait les dispositions réglementaires de Pierre Colliard. Les ouvriers étrangers ne peuvent concurrencer la main-d'œuvre française. Ils ne devraient être employés en France que pour autant qu'il n'existerait pas de chômeurs français involontaires des mêmes catégories professionnelles que l'on pourrait utiliser. Il paraissait inimaginable que ceux qui avaient consenti tous les efforts en faveur de la mère patrie ne reçussent pas en contrepartie le droit au travail. Nous sommes en 1919 dans une situation où l'on constatait une pénurie de main-d'œuvre. À tel point que la Conférence permanente pour les affaires d'immigration mit à son ordre du jour du 2 octobre 1919 l'ouverture des frontières aux ouvriers étrangers. Il est vrai qu'après la signature du traité de paix, il fallait prévoir le retrait des 33 500 prisonniers de guerre allemands occupés dans les 10 départements dévastés. Comment pouvait s'appliquer alors un tel principe ? Dans une circulaire du 25 mai 1920 adressée aux offices régionaux et départementaux de placement, le ministre du Travail Paul Jourdain a rappelé qu'à l'heure où la main-d'œuvre française était insuffisante,
Il fallait utiliser toutes les possibilités de placement des travailleurs étrangers se trouvant sur le territoire afin que l'on pût pallier le déficit de certains départements. Étant bien entendu la main-d'œuvre étrangère ne sera utilisée qu'après épuisement de toutes les disponibilités de main-d'œuvre française se trouvant dans votre ressort. Ce fut dans cet esprit que le ministre du Travail insista dans son instruction du 10 septembre 1921 sur l'importance de cette règle. Les indications qui précédent s'inspirent de la nécessité de donner aux travailleurs français la priorité d'emploi qui leur revient, sans aller pourtant jusqu'à entraver le fonctionnement ou le développement des établissements agricoles, commerciaux et industriels. Cette même année, en réponse au questionnaire relatif aux travaux de la Commission internationale de l'émigration, le gouvernement français a inscrit ce principe au cœur même de sa réflexion politique qu'il entendait mener en vue de gérer la crise du chômage. La France pose simplement comme règle que cette immigration doit être rationnelle et réglementée pour ne pas nuire au légitime intérêt des ouvriers français et ne pas risquer de troubler l'équilibre des marchés du travail national. Veiller à l'application circonstanciée de ce principe dirimant requérait la vigilance constante des ministres du Travail et de l'Agriculture. Préoccupation que les responsables des ministères devaient être prêts à répercuter auprès de l'administration compétente, en insistant sur l'importance et le sérieux de l'enquête à réaliser auprès des candidats à l'immigration. Dans une note du 25 mai 1923 au chef d'office de placement, le ministre du Travail Albert Perronnet précise que le contrôle établi sur l'introduction des travailleurs étrangers est destiné à protéger la main-d'œuvre française en vérifiant par une enquête préalable à toute introduction qu'il n'existe pas d'ouvriers français en chômage aptes à remplir l'emploi proposé aux travailleurs étrangers. Cette volonté affichée et réitérée de ne pas laisser les courants migratoires sans garde-fou afin de protéger les intérêts du travailleur français fut-elle suivie d'effet ? C'est incontestablement le cas. La crise économique de 1921 en constitue une illustration convaincante. En effet, on constate d'après les statistiques du ministère du Travail que le mouvement des entrées annuelles de travailleurs étrangers diminua sensiblement pour l'année écoulée. Ces derniers s'élèvent à 80 412 alors que le contrôle de l'immigration en avait accepté plus de 200 000, un an auparavant. Quant à 1922, son effectif numérique retrouvait le niveau de 1920 avec un contingent de 195 000 unités. Si l'on prend maintenant en considération les rapatriements de 1921 qui s'élevaient à 62 536, on obtient un solde positif des entrées de 17 876, mais ce chiffre représentait par rapport à l'année précédente une baisse significative de 171 898 émigrants. Cette réduction permit d'alléger le marché national du travail, en d'autres termes de protéger les travailleurs nationaux dans un moment où ils furent particulièrement exposés au chômage du fait de la crise. L'immigration, selon Georges Mocot, est ainsi devenue le baromètre de l'activité économique de la France. La main-d'œuvre étrangère constitue tour à tour l'appoint ou la soupape de sûreté du marché du travail. Entrée et sortie contrôlée des étrangers. Ce système était-il applicable à d'autres pays ? Prenons la situation sociale de la Grande-Bretagne au moment de la crise économique de 1921. Elle présentait un taux de chômage qui oscillait entre 1 500 000 et 2 170 000 travailleurs, alors qu'en France celui-ci atteignait son niveau maximum en mars, équivalent à un total de 91 200 chômeurs. On ne peut toutefois pas établir une comparaison brute entre les données statistiques des deux pays, notamment entre 1911 et 1921. En effet, la position démographique de l'Angleterre se renforçait, malgré la guerre, avec un gain de près de 2 millions d'habitants, tandis que celle de la France restait stable autour de 39 millions d'âmes. Mais surtout, le régime de l'assurance sociale s'appliquait à tous les salariés anglais. Alors que la France de son côté ne subventionnait les fonds d'assistance que dans un cadre communal et départemental, sans qu'aucune obligation administrative ne fût imposée à ce degré de la division territoriale. Par ailleurs, l'immense travail de reconstruction des régions dévastées expliquait en partie cet écart considérable que renforçait la diversification des activités industrielles et agricoles. Néanmoins, de l'avis même du ministre du Travail, Albert Perronnet,
cette disproportion trouvait aussi sa justification dans les offices de placement des fonds de chômage, les commissions paritaires qui donnent d'excellents résultats. Après un examen attentif des sources administratives, les services compétents rattachés à l'organisation du travail et ayant la charge de l'introduction en France des travailleurs étrangers, devront strictement s'assurer de la protection des intérêts de la main-d'œuvre française contre la sous-concurrence étrangère par laquelle il faut entendre sauvage. Leur fonction ne s'arrêtait toutefois pas à cela. Ils devaient également sauvegarder les intérêts économiques des étrangers, voire, le cas échéant, ceux de leur pays d'origine. Mais de quoi s'agit-il exactement avec ce second axe prioritaire ? Premier élément de réponse, à travail égal, salaire égal. On doit, avant l'arrivée du travailleur étranger, dresser un tableau du coût de la vie afin qu'on puisse lui offrir un salaire de base décent et qui ne soit pas concurrentiel avec celui de l'ouvrier français. Cette méthode débouche tout naturellement sur l'élaboration d'un contrat de travail type garanti par des accords conventionnels liant la France avec les différents pays d'immigration, Pologne, Italie, Tchécoslovaquie, Belgique. Citons les deux premières conventions internationales qui ont été approuvées quelque temps après le règlement du traité de Versailles. Le 3 septembre 1919, la France signa avec la Pologne un traité qui établissait l'égalité de traitement pour ce qui est des lois de travail, d'assurance sociale et d'assistance. Le recrutement des travailleurs y était assuré par les offices publics polonais. C'est dans ce cadre que les travailleurs concernés devaient faire connaître leur choix de venir travailler en France. Lorsqu'un employeur souhaitait procéder à un recrutement en Pologne, il devait obtenir un visa du service de la main-d'œuvre étrangère, qu'il adressait après validation au chef de la mission française de Pologne relevant du ministère du Travail, lequel le proposait alors au bureau d'émigration de Poznań. Dernière étape, ce dernier ne manquait pas d'en tenir informer les centres de placement polonais. Pour ce qui les concerne, les nécessités de la reconstruction ont imposé au comité des houillères d'entretenir un flux d'émigration permanent en provenance de Pologne. Ils ont ainsi constitué un bureau qui travaillait en étroite collaboration avec la mission officielle de Pologne. Les modalités de recrutement étaient du même type pour la main-d'œuvre agricole. Dans la continuité de l'accord diplomatique précédent, un autre traité de travail fut entériné à Rome le 30 septembre entre les plénipotentiaires français et italiens. Entré en vigueur le 31 mai 1921, il statuait en premier lieu sur les conditions nécessaires à l'entrée et à la sortie des ouvriers de chacun des deux pays. Par ailleurs, il consacrait l'égalité de traitement pour les diverses formes d'assistance sociale, en particulier les retraites et les aides médicales et hospitalières. Il est à noter que le gouvernement italien ne resta pas inactif face à l'émigration italienne. La création d'une caisse nationale de crédit apporta aux futurs expatriés une aide financière tant pour les cautions que pour l'achat de matériel. Encore que Mussolini ne se contenta pas de ce soutien accordé à ses administrés, puisqu'il négocia en mai 1923, à Rome, une entente de pays d'émigration réunissant l'Italie, la Pologne, la Tchécoslovaquie, l'Espagne et la Yougoslavie. Il s'agissait d'agir sur la base d'un intérêt commun, en recueillant par l'entremise des représentations diplomatiques toutes les informations qui pourraient être utiles à l'amélioration substantielle du traitement économique et social accordé aux nationaux de ces pays. Une telle surenchère requit de la France une vigilance certaine de sorte que son mode de sélection, déjà éprouvé, demeure pérenne. En résumé, le principe de priorité absolue appliqué à la main-d'œuvre nationale, établi par Pierre Colliard, n'a été ni discuté ni contesté. Tous les ministres du Travail ont rappelé régulièrement son existence dans leurs circulaires et ont veillé à ce que la direction du travail ne perde pas de vue l'objectif que s'étaient fixé les gouvernements en donnant aux travailleurs français la protection dont ils avaient besoin. En vue de l'application de cette règle, les chefs des offices de placement ont reçu des consignes strictes qui leur permettaient d'intervenir sans complexe en vue de soulager la main-d'œuvre française en procédant soit au déplacement des travailleurs étrangers des régions encombrées trop pourvues vers d'autres régions déficitaires, ou soit tout bonnement à leur rapatriement. J'ai parlé tout à l'heure de tous les ministres. Est-ce que le terme « tout » comprend aussi celui du Front populaire ? Eh bien, jugez par vous-même. Le ministre du Travail, SFIO.
Jean-Baptiste Lebas a écrit dans une circulaire du 5 janvier 1937 adressée aux offices départementaux et aux inspecteurs divisionnaires du travail. Il importe de se souvenir en effet que l'objet essentiel des dispositions tant législatives que réglementaires qui s'appliquent aux travailleurs étrangers est d'assurer la protection des travailleurs français contre la concurrence des travailleurs étrangers. Il s'ensuit que les étrangers ne doivent pas, en principe, être admis à occuper des emplois au préjudice de Français capables de les remplir. Est-ce si surprenant que cela? Aucunement. Il suffit de se reporter au rapport d'Eugène Chaillet, présenté à la séance du 17 août 1925, à l'occasion du Congrès national de la SFIO à Marseille. Ce texte préparait l'ordre du jour de l'Assemblée générale de l'Internationale ouvrière socialiste devant se tenir dans la même ville, une semaine plus tard. Le rapporteur y affirma que les travailleurs français ont à l'égard de tous autres le droit primordial de gagner leur vie dans leur pays et dans chaque établissement. En cas de chômage, ils devraient être débauchés les derniers. Présentée par Pierre Renaudel, la motion fut dans la foulée adoptée à l'unanimité. Certains historiens ont voulu voir dans, je cite, une attitude nouvelle des pouvoirs publics de 1919 à 1923, une forme de bienveillance républicaine à l'égard des étrangers. Tout bien considéré, il n'en est rien. Comment pourrions-nous alors qualifier cette priorité, assumée, donnée à l'emploi des travailleurs français? En termes politiques, ce principe cardinal se traduisait sans aucun doute par un protectionnisme ouvrier s'employant à défendre les travailleurs d'un pays contre la concurrence étrangère qui menaçait leur travail sur le sol national. Pourtant, l'association des mots de protectionnisme et d'ouvrier était rarement effectuée dans le vocabulaire politique et social en France, contrairement à celui des États-Unis et de l'Australie où cette création sémantique disait clairement ce que la benoîte expression de libre circulation de la marchandise travail était susceptible de cacher. L'on est alors en droit de se poser la question suivante. Peut-être qu'une autre combinaison de mots entre nationalisme et ouvrier aurait-elle été en mesure de constituer une nouvelle force attractive, d'essence politique? C'est un fait que le nationalisme de l'époque s'est affirmé sur le plan théorique sans l'épithète ouvrier, ce qui l'a sans doute privé d'un évident bénéfice politique, puisque laissant en quelque sorte la référence ouvrière à la gauche extrême, à une gauche non soucieuse des intérêts spécifiques des ouvriers nationaux qui plus est. Mais c'est ainsi, la chose pour s'être faite ne s'est pas dite. Aussi la plupart des historiens ne s'en sont-ils d'ailleurs pas même aperçus. Le paradoxe est donc le suivant. Le succès de cette entreprise politique protectionniste, délibérée, constante et pour ainsi dire tenace, aujourd'hui tombée dans les oubliettes de l'histoire, mais aussi de l'idéologie qui l'a recouverte, revint au gouvernement républicain de souche des présidents Poincaré, Deschanel, Mitterrand, mais aussi celui de Doumer et de Lebrun, qui à partir d'une circulaire sans cesse confirmée, a formalisé l'application de la préférence nationale au marché du travail. 1919, le printemps social français. La journée de 8 heures et les conventions collectives par Franck Joly. Printemps 2019. Le gouvernement Clemenceau fait adopter de manière accélérée et assez inattendue 2 lois du travail. Le 25 mars 1919 sur les conventions collectives de travail et le 23 sur la journée de 8 heures. Ces 2 lois, qui interviennent dans un contexte social et international particulièrement complexe, avaient été conçues par Clemenceau pour apaiser le climat et désamorcer un risque d'embrasement révolutionnaire. Après la liesse du 11 novembre et de l'armistice, en effet, il devient rapidement évident que la paix n'a pas fait naître, chez tous les Français, les mêmes sentiments et les mêmes espoirs. Il y a ceux qui, par patriotisme, exultent du sentiment de victoire et de revanche sur les Boches. La France va retrouver l'Alsace et la Lorraine et agrandir son empire colonial. Puis, il y a ceux qui sont seulement heureux et soulagés de la fin de cette boucherie. Il y a ceux, enfin, qui regardent vers l'Est et conçoivent cet espoir fou d'apprenti sorcier d'importer en France ce souffle révolutionnaire qui, venu de Russie, sourde en Allemagne et est en train de s'installer en Hongrie. Bref, à chacun son armistice. Et au début de l'année 1919, ces visions, ces sentiments, ces rêves différents commencent à s'affronter, dans un climat de crise internationale et nationale. Le contexte diplomatique, conférence de la paix et création de lois. La conférence de la paix s'est ouverte le 18 janvier 1919 entre les pays vainqueurs de la Grande Guerre,
27 États, plus l'Inde et quelques dominions. Les vaincus Allemagne, Autriche-Hongrie, Turquie, sont écartés des pourparlers. Vae victis, les conditions de la paix seront un diktat. La conférence de la paix affiche des ambitions, tout est à reconstruire? Elle ambitionne donc de repenser totalement une société mondiale respectueuse des nations, les circuits économiques et commerciaux, les relations diplomatiques ainsi que l'harmonisation de règles sociales permettant d'améliorer les conditions des travailleurs. Sur le plan social, précisément, en mars et avril, la Commission de la législation internationale du travail publie ses travaux qui aboutiront à l'acte de naissance de l'Organisation internationale du travail, OIT, dont le texte fondateur sera incorporé dans le futur traité de Versailles. Cette constitution adopte plusieurs clauses ouvrières qui seront décisives dans l'accélération du processus législatif français. Mais dans l'immédiat, en mars 1919, entre Clemenceau et Wilson, les discussions se tendent et le fossé se creuse au point que Wilson menace de reprendre le bateau pour l'Amérique. À la vision angélique d'un Wilson inspiré par la sagesse des nations, par la raison et la bonté humaine, Clemenceau oppose une prudence pragmatique et têtue, exigeant des garanties, des gages et des sanctions contre l'Allemagne. De son côté, dans son fameux Le Mémorandum de Fontainebleau, Lloyd George, Premier ministre britannique, alerte les Alliés contre le risque de conditions de paix trop draconiennes pour l'Allemagne. L'Anglais plaide pour une paix juste et équitable et exprime sa peur que l'Allemagne adhère au bolchevisme et mette ses ressources, son cerveau, son immense pouvoir organisateur à la disposition des fanatiques révolutionnaires dont le rêve est de conquérir le monde, pour le bolchevisme, par la force des armes. Un contexte international révolutionnaire, la vague bolchevique. Les Alliés s'inquiètent en effet de la vague révolutionnaire partie de Russie et qui semble vouloir gagner une bonne partie de l'Europe centrale. En Russie, Lénine est en train d'installer un régime bolchevique. Au début 1919, la bataille est encore incertaine. Les forces alliées ont envoyé un corps expéditionnaire au soutien de la contre-révolution. Mais cette intervention sera finalement abandonnée sous la pression d'une forte hostilité de l'opinion publique et des mouvements de gauche. Sur les bâtiments de la marine, certains matelots français comme Tillon et Marty organisent des mutineries pro-bolcheviques. Lénine et ses partisans, vainqueurs, vont créer la Troisième Internationale et tenteront d'exporter le modèle bolchevique en Europe. Mouvement qui semble prendre à certains endroits. En Allemagne, des grèves générales et des mutineries ont secoué et traversé le pays depuis le deuxième semestre 1918, conduisant à l'abdication de Guillaume II. Le coup de force des spartakistes a été écrasé dans le sang en janvier 1919, mais les troubles se poursuivent, laissant l'Allemagne à la merci d'une révolution communiste. En Hongrie, la République démocratique hongroise installée le 16 novembre 1918 est renversée en mars 1919 par un gouvernement communiste qui met en place une politique de répression brutale et se lance dans une guerre de reconquête des territoires perdus. Le Royaume-Uni connaît aussi d'importants troubles sociaux. La guerre d'indépendance irlandaise a éclaté le 21 janvier 1919. Des mouvements de grève sont organisés à Glasgow puis dans le reste du pays en faveur de la semaine à 40 heures. Des mutineries ont lieu dans tout le pays pour refuser de s'embarquer pour la Russie. Cette situation révolutionnaire inquiète les dirigeants alliés, en particulier Lloyd George, qui dans son mémorandum de Fontainebleau écrit « Il existe un sentiment profond non seulement de mécontentement, mais également de colère et de révolte parmi les ouvriers contre les conditions d'avant-guerre. L'ensemble de l'ordre existant dans ses aspects politiques, sociaux et économiques est remis en question par les masses de la population d'un bout à l'autre de l'Europe. Dans certains pays, comme l'Allemagne et la Russie, l'agitation prend la forme d'une rébellion ouverte. Dans d'autres, comme la France, la Grande-Bretagne et l'Italie, elle prend la forme de grève et de réticence générale à s'installer au travail, symptômes qui sont tout aussi préoccupants avec le désir de changement politique et social comme avec les revendications salariales. En France, un contexte national de crise sociale. La France n'est pas vraiment dans un climat PRE accent aigu révolutionnaire, mais des tensions sociales se font sentir liées aux conditions de la démobilisation, au difficile retour des poilus dans les entreprises, à la vie chère, au chômage. La démobilisation des hommes, un processus long et décevant. La guerre terminée,
les soldats et les familles s'attendaient à un retour rapide dans leur foyer. Mais ce processus de démobilisation va prendre beaucoup plus de temps que prévu. Si les vieilles classes, 1890 et 1891, sont libérées tout de suite, les autres doivent attendre et rester sous l'uniforme. Cette lenteur s'explique logiquement. La démobilisation rencontre des difficultés techniques majeures. Dans un pays privé de moyens matériels et dont les infrastructures, notamment ferroviaires, sont partiellement détruites, on ne démobilise pas 3 millions de soldats d'un claquement de doigts. La paix n'est pas encore signée. L'Allemagne tarde à organiser sa propre démobilisation et conteste l'application des clauses fondamentales de la Convention d'armistice. En outre, les soldats restent engagés dans des combats dans l'est de l'Europe. Pour le gouvernement, ce serait une trahison envers le pays que d'affaiblir la force de son armée. Même si les entreprises ont besoin de bras, le marché du travail n'est pas prêt à accueillir le nombre formidable de travailleurs que va libérer la démobilisation. Ces explications ne suffisent pas à calmer l'impatience de ceux qui aspirent à rentrer chez eux. À l'impatience s'ajoutera bientôt la rancœur, à l'instant de percevoir les compensations de guerre, jugées dérisoires, une prime de démobilisation de 250 francs, un costume taillé, le droit de conserver son casque assorti d'une plaque personnalisée. Dérisoire sans doute, au regard des sacrifices consentis par chaque poilu, mais globalement considérable pour les finances d'un pays ruiné. Un retour difficile dans les entreprises. Une fois passé ce parcours de démobilisation, les anciens poilus doivent reprendre le chemin de leurs usines ou de leurs ateliers. Les travailleurs se heurtent à des salaires trop bas, une vie trop chère et des conditions de travail d'un autre temps, pour ceux qui ont la chance de retrouver leur emploi. Tous ne sont pas les bienvenus. Certaines entreprises ne les ont pas attendues, d'autres n'ont pas résisté à la guerre et ont disparu. Le 22 novembre 1918, le gouvernement a fait voter une loi permettant aux mobilisés la reprise de leur contrat de travail. L'employeur doit en principe garantir aux salariés démobilisés l'emploi qu'il occupait avant la mobilisation. Mais outre que ce texte comporte plusieurs dérogations, le bénéfice de ce droit au retour suppose que le démobilisé adresse par lettre recommandée une demande de réintégration dans les 15 jours suivant sa démobilisation. La brièveté de ce délai est parfaitement décalée pour des hommes sortant d'une parenthèse hallucinante de 4 ans de guerre où la vie n'avait aucun prix, et la survie même aucun sens. En outre, les soldats démobilisés doivent aussi faire face à une autre réalité économique. La guerre a favorisé l'essor de grands groupes industriels mais entraîné la disparition d'un très grand nombre de petites et moyennes entreprises. Le quart nord-est du pays est détruit, les entreprises qui s'y trouvaient aussi. Il en résulte un fort taux de chômage, surtout dans les villes et les centres industriels. Enfin, pour beaucoup, le retour est simplement impossible. 2 millions de démobilisés souffrent de lourdes invalidités physiques et psychologiques et ne peuvent pas reprendre un emploi. L'État devra pour ces invalides créer des emplois réservés. Une autre difficulté sociale, la démobilisation des femmes. Pendant les hostilités, plusieurs centaines de milliers de femmes ont investi les emplois civils laissés par les combattants. Elles y ont travaillé dur pour survivre, pour nourrir leurs familles, pour participer à l'effort de guerre. Et à la fin de la guerre, toutes n'entendent pas faire de ce rôle économique majeur une simple parenthèse. Parce que la surmortalité des hommes les oblige à subvenir à leurs propres besoins et ceux de leurs familles. La guerre a laissé plus de 600 000 veuves de guerre et femmes condamnées au célibat et qui n'acceptent pas retourner aux emplois féminisés et mal payés d'avant-guerre. Pourtant, à la fin de la guerre, elles subissent une très forte pression sociale pour quitter leurs emplois et retourner aux tâches que leur assigne la société, celui de femme et de mère. Ceci d'autant plus que la saignée démographique de la guerre nécessite un redressement vigoureux de la natalité. Une circulaire du 17 novembre 1918 incitait les femmes à quitter leurs emplois avant le 5 décembre 1918, moyennant une indemnité de départ de 30 jours de salaire. Et pour celles qui n'accepteront pas de laisser leur place aux hommes, la démobilisation s'accomplira brutalement, elles seront le plus souvent licenciées. Cette démobilisation de la main-d'œuvre féminine est aussi source de tensions. Les grèves à répétition. Depuis le mois de janvier 1919, l'économie française est secouée par une série de conflits sociaux.
la grève du métro, des bus, des trains, de l'électricité, de l'imprimerie, de la métallurgie. Ces mouvements commencent à diviser et agiter la CGT, principal syndicat ouvrier, ballotté entre sa majorité réformiste, animée par Léon Jouot, et une minorité de plus en plus agitée qui s'enthousiasme pour la révolution russe et voudrait profiter du mécontentement général pour lancer une grève générale, suivie d'un mouvement révolutionnaire comme en Allemagne et en Hongrie. Même si l'agitation n'atteint pas le niveau constaté en Allemagne ou en Angleterre, elle préoccupe Clemenceau. Ceci à plus forte raison que dans ce contexte agité une actualité judiciaire va venir cristalliser la rupture. L'acquittement de Raoul Villain. L'acquittement de Raoul Villain, un verdict mal accepté. Raoul Villain est l'assassin de Jaurès qui l'a abattu au Café du Croissant, le 31 juillet 1914. Son procès, initialement prévu en 1915, a été différé à plusieurs reprises. Contre toute attente, le 29 mars 1919, le jury de la cour d'assises de la Seine acquitte Villain. Cette décision est violemment critiquée par la presse et les partis politiques de gauche, qui voient dans cette décision un verdict de classe et un véritable défi lancé à la population ouvrière. En réaction, une énorme manifestation est organisée à Paris le 6 avril 1919 à laquelle participèrent, selon l'Humanité, 300 000 manifestants. Cette manifestation va impressionner le gouvernement, car la gauche française apporte la démonstration qu'elle est capable de mobiliser en masse, ceci à la veille 1er mai, dont la minorité révolutionnaire de la CGT entend faire une journée de mobilisation historique. C'est dans ce contexte tendu que le gouvernement français va adopter deux lois. Celle sur les conventions collectives, votée le 25 mars 1919, et la loi sur les 8 heures, adoptée le 23 avril 1919. Loi du 25 mars 1919, la consécration imparfaite de la convention collective. La légalité des conventions collectives, une lente et difficile reconnaissance. Pour bien comprendre le sens et l'importance de la loi du 25 mars 1919, il faut retracer brièvement l'histoire chaotique des relations collectives de travail en France. Sous la Révolution française, inspirée par les thèses de Rousseau, la loi Le Chapelier du 14 juin 1791 avait confirmé l'anéantissement de toute espèce de corporation, interdit leur rétablissement et banni toute manifestation collective de travail. La loi prohibait toute pratique visant pour les ouvriers ou employeurs à négocier collectivement leurs intérêts communs et à signer des conventions. Était également pénalement réprimé tout mouvement de grève et tout attroupement. Dans ce cadre répressif, les organisations syndicales qui se développaient partout en Europe durent, en France, pendant la révolution industrielle, s'organiser dans la clandestinité et se forger dans une logique révolutionnaire d'opposition et d'affrontement avec le pouvoir et le patronat. Cette situation a évolué en deux temps. En 1864 avec la loi Ollivier du 25 mai qui abolit le délit de coalition. Puis, et surtout, la loi Waldeck-Rousseau du 21 mars 1884 reconnaît aux syndicats le droit de libre constitution et leur permet de conclure valablement des contrats individuels et collectifs. Ces derniers consacrés par la pratique pour mettre fin aux conflits collectifs, se voient reconnaître une légitimité. Adoption de la loi du 25 mars 1919. Au début du XXe siècle, la question de la place de la convention collective dans le droit du travail a longtemps fait débat dans les milieux universitaires et au sein de la Société d'études législatives. Il faudra attendre juillet 1906 pour qu'un premier projet de loi soit déposé par le ministre du Commerce, Gaston Doumergue, qui prévoit la reconnaissance de contrats collectifs. Mais ce projet rencontre la méfiance de la CGT, au Congrès d'Amiens de 1906, et la vive opposition des organisations patronales, ce qui conduit à reporter son examen. En 1913, un nouveau projet, déposé par René Viviani, ministre du Travail, est adopté en première lecture par la Chambre et renvoyé devant le Sénat, qui l'enterre jusqu'à la guerre. Après la guerre, Albert Thomas, ancien ministre de l'Armement et des Fabrications de guerre, relance le débat sur les conventions collectives. Chargé, durant la guerre, d'organiser et de coordonner la production nécessaire à l'armée française, Thomas avait développé une politique sociale associant les organisations patronales et les organisations syndicales à la définition des conditions de production.
Il avait ainsi créé des commissions mixtes où siègent représentants syndicaux, pour déterminer les conditions de travail. Et il avait également imposé l'élection de délégués d'ateliers dans les usines travaillant pour la défense nationale. Fort de cette expérimentation, Thomas veut relancer le débat sur les conventions collectives et rédige un nouveau projet de loi, plus ambitieux, prévoyant notamment la possibilité pour les préfets de prendre des arrêtés permettant de rendre obligatoires les dispositions de la convention collective dans les entreprises concernées. Ce projet, adopté par la Chambre, est rejeté par le Sénat fin 1918, qui le trouve trop intrusif pour les entreprises. Les sénateurs décident de revenir à la version adoptée par la Chambre en 1913. C'est ce dernier texte qu'ils adoptent finalement les 4 et 20 mars 1919, quasiment sans débat. La loi est promulguée le 25 mars suivant et publiée au Joe du 28. Les apports de la loi du 25 mars 1919. La loi de 1919 constitue, dans l'histoire du droit du travail français, un tournant symbolique très important. Elle consacre la dimension collective des relations de travail. Pour les rédacteurs de la loi du 25 mars 1919, les relations de travail dans l'entreprise ne se résument pas à une simple addition de contrats individuels de travail, mais concernent aussi une communauté de travail exigeant des règles communes qui excèdent les intérêts privés de chaque salarié. C'est l'objet de la convention collective que de fixer ces règles communes auxquelles doivent se soumettre les contrats de travail. Elle consacre les syndicats comme des partenaires sociaux. La loi Valdez-Crousseau de 1884 avait reconnu aux syndicats le droit de se constituer librement et défini leur objet comme un rôle d'étude et de défense des intérêts économiques de leurs membres. Dotés de la personnalité civile, ils pouvaient se taire en justice et passer des contrats et des conventions. Cette pratique contractuelle avait largement été consacrée par la pratique dans le cadre des conflits collectifs et des grèves, nombreuses à la fin du XIXe siècle. Mais il s'agissait d'une situation de fait, les syndicats s'étaient approprié ce rôle de négociation. En permettant explicitement aux syndicats de négocier et de conclure des actes juridiques consacrés par le législateur, la loi de mars 1919 confère aux organisations syndicales une dimension supérieure en leur permettant de négocier et d'élaborer des règles de droit. Les organisations syndicales patronales et de salariés sont désormais désignées sous le terme de partenaires sociaux. Elles consacrent une nouvelle source de droit du travail. La convention collective est un contrat écrit relatif aux conditions de travail. En d'autres termes, elle fixe des règles applicables dans une profession, une localité ou une entreprise. Selon la loi, en effet, la convention collective détermine les engagements pris par chacune des parties, et notamment certaines conditions auxquelles doivent satisfaire les contrats de travail individuels. Et elle ajoute, lorsqu'un contrat intervient entre un employé et un employeur, soumis l'un et l'autre aux obligations résultant de la convention collective de travail, les règles déterminées en cette convention s'imposent nonobstant toute stipulation contraire au rapport né de ce contrat de travail. Enfin, en cas de violation de la convention collective, il est possible d'ester en justice pour faire sanctionner cette violation. Avec loi du 25 mars 2019, la convention collective acquiert donc la nature d'une source de droit du travail de valeur supracontractuelle. Le contrat individuel de travail doit respecter les dispositions de la convention collective. Cette rédaction contient le germe d'une atteinte considérable à la liberté contractuelle individuelle. Elle réduit pour le salarié la possibilité de négocier individuellement le contenu de son contrat de travail. Les limites de la loi de mars 1919. La promulgation de cette loi va dynamiser de manière assez spectaculaire la pratique de la négociation collective. Au cours de la seule année 1919, plus de 500 conventions sont signées. Toutefois, ce chiffre tombe à 345 en 1920 et ne cessera de baisser par la suite. Cette réduction et le désintérêt porté à la loi. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.